Épisode numéro 13. Épisode numéro 13. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dont tu es le héros, le podcast qui me permet de discuter avec des inconnus et surtout de prétexte pour raconter ma vie. Les amis, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, que vous vous éclatez. Moi ça va, franchement ça va, je suis un peu fatigué parce que je fais beaucoup de dates de tournée en ce moment, je connaissais pas. Et la tournée, c'est fatigant en fait. C'est fatigant, ça te prend 2 jours, tu te tapes le TGV. T'arrives dans des villes où des fois les gens te connaissent pas. Quand on te connaît, c'est mortel. Mais quand t'arrives, des fois les gens ils font c'est qui lui? Et toi tu les regardes, tu fais c'est qui eux? Et après tu fais ce que tu peux. Mais c'est une expérience assez intéressante. Donc voilà, petit coup de fatigue, mais à part ça tout va bien. J'ai repris les plateaux. Je teste des nouveaux trucs qui ne fonctionnent pas du tout. Ça c'est assez flippant. Tu te dis putain les gars, je crois que j'ai perdu mon mojo. Je crois que le dernier passage que j'ai fait sur YouTube, c'était la dernière chose drôle que j'ai faite. Je suis en galère. Et ça me casse les couilles. Mais je vais m'en remettre au boulot. Donc voilà un petit peu ma vie pour vous donner des news. Vous, j'espère que ça va. L'épisode d'avant, il y a eu beaucoup de réactions sur l'épisode d'avant. J'aimerais qu'on revienne dessus. Beaucoup de commentaires. Pour rappel, mon invité, c'était Estelle, qui m'avait expliqué dans le plus grand des calmes qu'elle et son mari étaient en relation libre et qu'ils avaient le droit d'aller voir ailleurs, chacun de leur côté. Mais là où elle nous en a bouché un coin, c'est que c'était totalement de manière saine, si on peut dire ça. Ouais, franchement, c'était sain. Elle était assez épanouie. C'est fait dans le consentement, dans le respect. Donc les amis, qui sommes-nous pour juger? Et franchement, ouais, j'avoue, elle m'a un peu ouvert l'esprit sur certains trucs où j'étais un peu comme as. Donc merci Estelle pour ton partage. Et comme d'hab, on revient sur les commentaires qui vous ont le plus marqué, qui ont été le plus likés sur YouTube. J'aime bien répondre à ça. Le commentaire qui a eu le plus de likes, c'est KC38 qui m'a dit « Je voulais te dire à nouveau que j'aime beaucoup tes podcasts, ça m'a forgé ma jeunesse. J'ai écouté le premier, j'avais 15 ans. Là, aujourd'hui, c'est le numéro 12, j'ai 40 ans. Et c'est toujours le même plaisir. » C'est des bâtards. C'est vrai que la régularité, c'est pas mon max. Mais je vais essayer de tenir là. Je me suis imposé un nouveau rythme, des nouvelles règles, une nouvelle hygiène de vie. Pas du tout. Ensuite, le deuxième commentaire le plus liké de cet épisode précédent, c'est Rampage Stit, qui est en fait le mari d'Estelle, qui répond à certains commentaires sur sa femme. Et pareil, meilleur commentaire, je comprends que vous l'ayez liké. Il a mis « Merci Seb pour ce podcast avec ma femme, ainsi que les compliments. Heureux et fier que ma compagne parle et se livre sans tabou sur divers sujets. Je peux comprendre l'incompréhension de certains. Nous sommes honnêtes et sincères l'un envers l'autre, comme nous sommes amis, amants, amoureux. Il n'y a pas de secret entre nous et une confiance absolue. Peut-être c'est de la folie pour certains, pour d'autres une preuve d'amour. Moi, je vois ça comme un partage ou une expérience où les choses sont claires et dites. De toute manière, c'est notre choix. Il peut convenir ou pas aux autres. C'est ce qu'on appelle le libre choix. Merci encore Seb pour ce bon moment et au plaisir de te voir sur scène. Je remercie Estelle d'être la femme qu'elle est et d'être également la mère de ma fille. Waouh. Alors là les gars, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Oh le beau gosse, il a mis tout le monde à l'amende. Et ouais, meilleur commentaire ever. Comment nous on peut pas être d'accord sur leur mode de vie alors qu'eux ils sont heureux et ils s'aiment? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ouais, je pense qu'il n'y a pas une bonne manière d'être heureux et que chacun doit trouver un peu son équilibre, tu vois. Et je pense que nous, on est un peu jaloux parce que eux, ils l'ont trouvé et nous, on galère. Je dis nous, on va dire moi. Je pense que je suis pas seul. Ensuite, on a Christelle avec 2 L qui dit en commentaire « Non, mais c'est quoi cette panthère édentée sur ton pull, Seb? On dirait une loutre du coup. Une cagnotte Litchi pour lui offrir un dentier et lui rendre sa dignité. » Ouais, mon pull a beaucoup fait parler aussi. Bah écoute, non, c'était pas une panthère, c'était censé être un tigre, mais chacun voit ce qu'il veut. On a Hello Petit Chat qui met Seb pour mettre l'ambiance chez sa mamie. Mamie, raconte-moi le truc le plus badant de ta vie. C'est vrai que j'avais oublié que j'avais demandé ça. À mamie, ouais, je lui ai demandé c'est quoi la période la plus dure de sa vie. Je crois que je lui ai même pas demandé après c'était quoi la période la plus heureuse. Parce que ça m'intéressait pas dans le sens où je sais qu'elle va me dire un truc du genre le mariage de machin ou la naissance de machin. Et c'est un peu c'est pas du bullshit, mais moi je voulais la street. Je voulais qu'elle me raconte la vraie vie de l'époque à La Réunion. C'était quoi le vrai moment le plus dur, quoi. Et voilà. Et donc pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, en gros, elle m'avait raconté que
Pour elle, un des moments le plus durs, ça a été quand elle a envoyé ma mère en France, quand elle avait 18 ans, ma mère, et que ma mère n'a pas aimé la France, elle voulait revenir, et mamie, elle n'avait pas d'argent pour lui payer le billet retour. Et donc ça l'a fait bader. Et ça nous refait bader. Ta-da-da-da, le podcast le plus badant. Aucune blague, que des trucs badants. Julien Larieux qui nous dit « Salut Seb, on t'a vu ce soir à Bordeaux, c'était trop cool, merci à toi pour ce bon moment. Merci à vous Bordeaux. » Je sais pas pourquoi il y a des villes dans lesquelles je suis connu. Bordeaux, ça marche. Voilà, il n'y a pas d'explication. Bordeaux, j'arrive, c'est le feu. Et il y a d'autres villes qu'on doit annuler parce que malheureusement, il n'y a pas assez de réservations. Ah oui, ça je le dis pas, mais c'est ça souvent la raison. Quand on annule une date de tournée, je vais pas vous mentir, hein, c'est pas moi qui finalement j'ai dit ah Béziers, la flemme. Non, c'est Béziers qui a dit non. Ensuite, on a Thierry qui dit salut Seb, j'adore ce que tu fais. Le début de ce podcast était assez intéressant, mais il y a eu tellement de retours positifs sur Samba que j'ai basculé direct sur celui de Samba. C'est vrai que l'épisode de Samba, c'est un de ceux qui a le mieux marché. Avec son parcours aussi un peu atypique, je vous invite à aller le regarder. Ensuite, on a Gojo qui dit totalement d'accord avec toi, Seb. On a fait le choix d'être une personne et de tomber amoureuse d'une autre. Quand tu dis qu'elle veut connaître de nouvelles sensations, j'ai vu ton petit sourire après cette question. T'es trop un gamin, j'aime trop ce podcast. J'avoue que dans ma tête, pendant cet épisode, j'avais tellement de blagues sales que je retenais, je filtrais dans ma tête. Mais seuls les vrais pervs ont reconnu mon petit sourire à des moments. Ensuite, on a Manu Mega Off qui dit « Salut Seb, franchement cette vidéo tombe à pic. En général, les podcasts c'est d'une lourdeur, mais toi, tu casses les codes. Tu laisses la personne s'expliquer, bravo. Et puis Estelle, elle est géniale. Elle explique bien les choses, c'est vrai. Elle est compréhensive, réceptive. Et vos histoires, vos vies résument bien le « pas capable et mort sans essayer ». T'aurais dû nommer ce podcast comme ça, « pas capable et mort sans essayer ». C'est une expression de la Réunion pour dire que qui ne tente rien n'a rien en fait. Pas capable et mort sans essayer. Ensuite, on a Jacques qui dit « Épisode spécial Chalotopical. J'adore un Réunionnais qui apprécie ton taf depuis Portland dans l'Oregon. » Salut mon pote, salut depuis Portland. Ensuite, on a Amande 1305 qui dit « Merci pour ce beau moment. Estelle est super sympa et drôle. Merci pour les anecdotes sur la Réunion. » On a Manon qui dit « Je suis du même avis que Seb sur les relations. J'ai parfois l'impression d'être vieux jeu et je ne supporte pas de recevoir un message devant mon plat de pâtes le soir. » Ouais, parce que je disais, en fait, c'est un peu triste quand t'es en relation libre, mais c'est un peu triste, c'est ma vision des choses. Hein. Mais t'es en relation libre et du coup, bah, toi, t'es là, t'es seul face à ton plat de pâtes et tu sais que ta meuf, elle t'envoie un petit message. Ce soir, je rentre tard. Et tu sais qu'en fait, elle est pas en train de manger des pâtes. Putain, j'allais dire ça. C'est chaud. Déjà, et Manon a dit déjà que quand ça va, je me fais des films. Alors là, ce serait pas possible. Ouais, pour les gens jaloux, c'est mort. Après, je respecte ses choix, je trouve Estelle sereine et du moment que personne ne souffre derrière, c'est le principal. Sinon, mention spéciale pour les histoires avec mamie et la Réunion, j'adore. Ensuite, on a Lutine qui dit « C'est la première fois que je regarde le podcast dont tu es le héros et c'est franchement cool, merci, ça fait plaisir. Ça change des « Hey, tu continues ce format de merde, oh là là !» Des fois, je reçois des messages comme ça, c'est d'une violence. On a Goran qui dit « Ça fait plaisir de revoir le podcast, je pensais que tu l'avais gentiment annulé en toute discrétion. » En toute discrétion, ni vu ni connu, on arrête. Non, mais des fois, j'attends que l'envie revienne, en fait. Elisa qui dit quoi ? Merci Estelle pour ton témoignage. Étant dans cette situation de couple, j'aurais des questions à te poser si tu es ouverte à l'échange. Seb, au top comme toujours. Elisa veut faire comme Estelle. Et il y a le mec d'Estelle qui a répondu en commentaire « Bonjour Elisa, quelles sont tes questions ? Nous essayerons d'y répondre avec plaisir. » Ouais, les gars. Ok. On le voit le plan A4. Hein. On le voit venir, mais de l'espace. Je vous ai cramé, n'en dites pas plus. Ah ouais, Estelle et son copain, mon gars, quand ils payent un babysitter, c'est que ça en vaut vraiment la peine. On a Lilian Parizeau qui dit « T'as osé le pull Ernest. Respect. Dommage qu'on voit pas les baskets. Je sens la paire de Cortez. Merci pour tes vidéos. » Tout le monde a cru que mon pull c'était un Ernest avec le tigre et tout, mais en fait c'est un Kenzo. Et j'étais deg parce que je l'ai pas payé le prix d'un Ernest en fait. Ensuite on a Flying Canet qui dit du coup avec l'histoire des cancrelats, vous êtes sûr que c'est si chouette que ça la Réunion ? C'est soit tu manges du riz et des gâteaux à l'insecticide, soit t'es envahi façon Starship Trooper. Non, on est bien à Montargis. Vous avez été trop nombreux à répondre sur cette histoire de cancrelats. En fait, je réalise pas à quel point les cancrelats c'est une phobie. Pour moi, c'est les araignées. Les araignées font vraiment plus peur que les cancrelats pour moi. Les cancrelats, je les vois, je peux les tuer et tout, mais une araignée, une grande araignée comme ça, là, de la taille d'une main, qui est posée sur le mur, mais moi, ça me fait péter un câble. Et ouais, mais les cancrelats, vous avez beaucoup réagi dessus. Alors après, je vais pas dire qu'il y en a partout sur l'île. Peut-être que c'est plus vers l'est, ou que c'est un peu humide et il pleut beaucoup.
Peut-être que c'est que chez mamie, mais j'y crois pas trop. Non, il y en a grave. Non, il y en a grave, mais je sais pas une raison pour pas y aller, quoi. Ensuite, on a Margot qui dit merci pour la technique du loto. Je t'écris maintenant depuis mon jet privé. J'avais donné une technique pour gagner au loto, mais elle ne marche pas. Mais c'est une technique où, en gros, il faut jouer. Ils disent qu'il faut jouer les lundis. Parce que comme il y a moins de joueurs le lundi, si tu gagnes, tu as moins à partager tes gains. Voilà, c'est juste un truc pour gagner plus gros. Ensuite, on a Allo qui dit c'est moi ou t'es de plus en plus beau gosse, Seb? Merci Allo. J'ai pas choisi ce commentaire par hasard parce que je me fais fumer sur mes cheveux à chaque fois. Voilà, ce qui ne me dérange pas du tout en vrai. Mais même en spectacle, des fois à la fin, t'as fait quoi tes cheveux? Pourquoi tu coupes pas? Les meufs, elles sont trop vénères. Ressaisis-toi, hein. Ressaisis-toi. Les coiffeurs, ils sont plus confinés, hein. C'est bon, tu peux y aller. Hein. Putain, le nombre de blagues que je me tape. Donc voilà les amis, c'est tout pour les commentaires de cette semaine. On va passer aux haters du jour, mais il n'y en a pas parce que vous êtes tous très gentils. Ou alors, j'ai banni tous les haters de ma page YouTube et du coup maintenant il n'y a que des gens cool. Mais on n'a pas de haters cette semaine et en vrai ça fait plaisir. Il est temps d'accueillir notre héros de la semaine. Je suis content de le recevoir les amis. Il s'appelle Nabil, il a 26 ans, il vient d'Alfortville. Hello Nabil, est-ce que ça va? Salut Seb, ça va et toi? Yes, bienvenue dans ce podcast. Merci. Nabil, qui est policier. Donc t'imagines bien Nabil qu'on a 1 milliard de questions à te poser. Mais je suis là pour ça. T'es le meilleur. Mais avant, on va revenir sur ton parcours. Donc tu m'as dit que tu as grandi à Alfortville avec des parents marocains qui avaient une petite boulangerie. Et moi, c'est ça, ouais. Petite boulangerie, ça me faisait me poser des questions. Je me dis déjà, est-ce que c'est pas trop cool d'avoir des parents qui ont une boulangerie? Est-ce que tu pouvais pas voler grave des bonbons, prendre grave des bonbons quand t'étais petit? Comment ça se fait que t'es pas devenu obèse? T'as pas mangé tous les gâteaux qui allaient se jeter ou des trucs comme ça? Mais j'étais tellement gros quand j'étais petit. C'est vrai? Mais j'étais une boulette. Mes parents ils m'appellent encore Bouboule aujourd'hui. Moi j'ai perdu, mais j'étais une boulette. Mais ouais, tout ce qui est viennoiserie, pâtisserie, tout ça. Ouais. Aujourd'hui, je peux plus en manger. C'est mort. Mais est-ce que tu sais en faire au moins? On t'a transmis des choses? Pas du tout. Et ils l'ont toujours la boulangerie? Ils l'ont toujours, ouais. Ça marche bien? Ça va, ouais, ça va. Putain, ça devait être trop cool. Ouais, franchement, mais tu vois, aujourd'hui, moi, je préfère un bon bol de céréales le matin plutôt que des croissants et des pains au chocolat, tu vois. Parce que j'ai mangé ça toute ma vie. Et toi, t'as pas dû entendre la phrase putain, t'as encore oublié de prendre du pain? Toi, c'était si t'as oublié de prendre du pain, descends en bas, t'en prends et t'en remontes. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Et t'as jamais eu envie de reprendre la boulangerie familiale? Et de monter un empire? Non, mon Nabil, frère. je vois trop un capital sur toi. Parti d'une petite boulangerie. Il est aujourd'hui le roi de la baguette. Ouais, non, mon frère a eu cette idée. Ouais. Il est en train d'apprendre avec mon père pour bien. La reprendre. Ouais. Bah ouais, sinon c'est dommage et tout. Ouais, c'est clair. Petite boulangerie d'Alfortville. C'est quoi le nom? Tu peux donner, on lui fait de la pub ou pas? Ça s'appelle Boulangerie de la Gare. Boulangerie de la Gare. Parce que j'imagine, elle est à la gare. C'est à la gare. Exactement. Bien joué les gars. Au niveau du marketing, on n'a rien à vous apprendre. Tu m'as dit pas très bon à l'école. J'ai appris plus tard que j'étais dyslexique, mais ça m'a pas vraiment beaucoup aidé. T'as appris ça à quel âge que t'étais dyslexique? Au début du lycée. Au début du lycée, je suis allé à l'orthophoniste et tout ça. Elle m'a dit ouais, je confonds les sons. En fait, comment dire, j'inverse les lettres quand je lis ou quand j'écris. Alors, moi je crois que je le suis, mais peut-être c'est autre chose, tu peux me le dire? Moi, des fois, je lis un autre mot à la place du mot qui est écrit. Ouais, ça en fait partie, ouais. C'est vrai? Mais ça m'arrive tellement souvent. Ouais, ça en fait partie. Ah putain. Alors, le mot, il va ressembler un peu, et puis toi, ton cerveau, il va se dire, c'est celui-là, alors que c'est pas ça. Exactement. Mais alors ça m'arrive tellement souvent. La dernière fois, je roule à la Réunion, et je vois, il y avait un bus avec écrit en gros, marre de l'islam. Et je fais, mais non. Et en fait, c'était Parc de l'Islam ou un truc dans le genre. Il y avait une expo sur l'islam. Et moi, je lis mais ils ont pas fait ça quand même. Mon cerveau, là, j'ai pété un câble à un moment donné. Ouais, là, ça en fait partie, ouais.
D'accord, bah, je suis un peu Ouais. dyslexique alors. Et tu m'as dit pourquoi ça t'a pas vraiment aidé? Bah, à l'école, tu sais, moi, j'avais du coup, pendant longtemps, bon, maintenant ça va mieux, mais j'avais du mal à lire, tu vois, pareil. Moi, je suis dyslexique et dysorthographique, pardon. Donc, aussi les mots, tu sais, il y a des gens, ils voient un mot une fois et puis ils s'en souviennent, ils savent l'écrire. Moi, il fallait que j'apprenne tous les mots par cœur. Et c'était hyper compliqué, tu sais, pour les sons et tout ça, c'était hyper compliqué. Ah, les dictées, Mais, ça devait être un enfer. mais du zéro tout le temps. Ah, putain. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Et à force d'aller à l'orthophoniste, comment tu sais, comment ils ont détecté que tu avais un problème et que t'étais pas juste bête? bah, ils te font faire des tests, des exercices, etc. Et au final, ils disent, voilà, t'es dysorthographique, dyslexique avec ça, parce qu'il y a plusieurs niveaux de dyslexie. Ouais. Et après, ils peuvent te faire des exercices, etc., pour essayer d'atténuer un peu le truc, quoi. Et aujourd'hui, alors, tu sais écrire ton prénom? Aujourd'hui, ça va, ouais. Prénom, ça peut le faire. Non, mais aujourd'hui, ouais, ça va. Après, je dois toujours un peu travailler, tu vois. Parce qu'on n'en Parce guérit que, pas de ça, en fait. bah, en fait, tu sais, pendant un moment, j'allais plus à l'école, etc. Donc, j'écrivais plus tant que ça. Et quand j'ai dû m'y remettre à l'école de police, etc., j'ai eu du mal, tu vois. Ça Ouais. m'a. Ouais. C'est comme un peu du sport, tu vois. Quand tu arrêtes à un moment donné, après, quand tu reprends, Des tu réflexes. sens. Ouais. Mais, ouais, t'en guéris pas vraiment, vraiment, mais au final, tu arrives à atténuer le truc, tu arrives à trouver des combines pour pas trop que ça se voit, quoi. Ouais, je vois. Je vois. Mais moi, je pense que je dois être un peu dyslexique aussi, hein. Je mélange les mots et tout. Pareil, quand je devais lire des livres, c'était un enfer. Ou quand je chante des chansons, je sais pas si c'est lié ou pas, mais à chaque fois, on se fout de ma gueule parce que je change un mot dans la chanson. À chaque fois que je chante des paroles, on me dit, mais tu sais qu'il ne dit pas du tout ça, hein, le gars. T'as totalement changé un mot. Et moi, Même je en chante. français. Ouais, en français, de ouf. En français, en anglais, des fois, je chante un mot. C'est un mot qui ressemble, mais qui est pas du tout le mot que le gars il dit, tu vois. T'es au courant qu'il ne dit pas ça? Putain, j'aimerais trop te citer un exemple, mais j'ai rien qui me vient. Je sais plus, Ouais, putain. Ouais, voilà. Si j'ai un exemple qui me revient, je te dirai. ouais, Du coup, t'es devenu gardien de la paix aujourd'hui. Est-ce que ça te c'est plaît? ça, ouais. Franchement, ouais. Je kiffe mon taf. Trop bien. Il y a des moments un peu plus drôles que d'autres, mais voilà. En règle générale, je kiffe, ouais, je m'ennuie pas. Je C'est quoi m'ennuie ton pas. parcours pour entrer dans la police? Ben alors moi j'ai fait un lycée professionnel. Ouais. J'ai fait de l'hôtellerie et de la restauration. J'ai détesté. Ouais. J'ai détesté. Après ça, je voulais rentrer dans l'armée. Ma mère elle m'a mis un stop, mais direct. Ta mère, elle a dit C'était non à allé- l'armée, mais oui à la police. Bah, la police, j'ai un peu, tu sais, j'ai un peu filouté, tu vois, pour réussir à y aller. En fait, c'était à l'époque où il y avait la guerre au Mali, tu vois, quand je suis sorti du lycée et que je voulais aller à l'armée. Ouais. Ma mère, elle voyait des trucs à la télé et tout. Elle m'a dit non, mais c'est mort. C'est mort total. Donc, je savais pas quoi faire. Et il y avait la Les mères, en gendarmerie. plus, elles s'imaginent toujours les pires trucs, quoi. Vraiment que tu vas aller Ouais. tuer des gens au Mali et tout. Non, mais c'est clair. Non, mais elle a cru, c'était American Sniper. C'est pas ça du tout. J'allais faire des patrouilles comme les plans Vigipirate. Hein. C'est tout ce que j'allais faire. Mais bon. Moi, quand j'étais jeune, j'ai un oncle à La Réunion qui était à l'armée. Et je sais pas s'il était à l'armée à l'ONU ou un truc dans le genre, tu vois, les casques bleus. Je crois qu'il était dans les casques bleus. Ouais. Et à chaque fois qu'il y avait les infos à la télé, ils nous montraient la guerre, les casques bleus, ma mère disait regarde si tu vois pas Gérald s'il est pas mort. Regarde si tu vois la télé. Regarde si Gérald il est pas mort. Regarde si j'allais guetter une civière voir s'il est dessus. Tellement badant. Ouais, c'est ouf. Et donc du coup, pas d'armée. Et du coup, pas l'armée. J'ai vu la gendarmerie, tu sais, c'est militaire aussi. Donc, je me suis dit, bon, j'ai réussi à négocier un peu avec ma mère. Je me suis dit, voilà, la gendarmerie, c'est moins ouf et tout ça. Donc, j'ai réussi à négocier. J'ai passé le concours ça s'appelle gendarme adjoint volontaire. Ouais. C'est un peu comme pompier volontaire, tu vois. D'accord. En fait, tu as un contrat de 5 ans et tu es entre guillemets un stagiaire et c'est pour apprendre un peu le métier, voir si ça te plaît et tout, pour pouvoir passer le concours après, tu vois. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait quelques années en gendarmerie. J'ai kiffé. Mon contrat arrivait à la fin, mais ouais, il y avait un truc qui me dérangeait, c'était la vie en caserne. Et en gendarmerie, c'est la vie en caserne. C'est quoi la vie en avec tes caserne? collègues. Bah, en fait, on te dit, bah, ton appartement, c'est celui-là. Tu choisis pas. Et tu vis avec tes collègues. Donc, Quoi tes voisins, etc. C'est tes collègues. Ouais, ben, comment dire, c'est la brigade de gendarmerie.
Tu vois, t'as l'entrée où les gens vont porter plainte, etc. Et puis derrière, t'as les maisons et tu vis là. Ah ouais. Et pourquoi vous avez pas chacun votre maison et vous venez au travail? Parce qu'en fait, t'as des contraintes, au niveau des rappels. En fait, des fois, t'es chez toi, t'es en astreinte, et puis il y a un accident, bah, tu dois partir de chez toi et prendre la voiture de gendarmerie et partir sur l'intervention, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut que tu sois au plus près de la base, tu vois, pour pouvoir partir. Donc, je peux pas vivre à l'extérieur. Ok, et ça te saoulait de vivre la vie en caserne, c'était relou, quoi. Ouais, non, mais t'imagines, tu vas jeter tes poubelles, tu croises ton collègue qui te parle du boulot, t'es en vacances, on te parle du boulot, et trucs. Il y a les maîtres chiens qui entraînent les chiens à côté et tout. T'es jamais en vacances. C'est ça, tout le temps au taf. Ouais. Donc ça, je me suis dit, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai passé le concours de police. Ok. Et après un an d'école, je suis rentré gardien de la paix. Et là, t'es gardien de la paix, t'es où? Je suis à Paris. T'es gardien de la paix à Paris, ok. Bon, déjà là, on a 1 milliard de questions, mon gars. Bon, gardien de la paix, donc tu me dis tu kiffes, t'es à Paris, donc, mais tu fais quoi concrètement à Paris? Alors moi, j'ai des missions un peu, je suis dans un service spécialisé. Ouais. En fait, je suis liaison dans les manifestations. En fait, tu vois, quand quelqu'un organise une manifestation sur Paris. Ouais, je vois, j'ai vu les vidéos, tu tapes un peu les manifestants et tout. Non, c'est pas ça. J'ai vu, on connaît ton travail. Je savais que finalement, c'était mieux la gendarmerie, hein, en vrai. Non, c'est pas ça. En fait, quand quelqu'un organise une manifestation, il fait une déclaration à la préfecture. Ouais. Et en fait, moi, je fais le lien entre le responsable de la manifestation et la préfecture. En fait, la préfecture va me dire. C'est toi qui fais le lien entre la matraque et le chef de la manif. Non, en fait, voilà, sur les petites manifs, je fais le lien entre les deux. Tu vois, je vais voir le responsable de la manif, je lui dis bon voilà, vous partez à telle heure, de tel endroit, etc. Il me dit ok, donc après je préviens la préfecture et tout, je fais ça. C'est sur les petites manifs basiques. Tu vois. Je fais ça s'appelle donc de la liaison et de l'information. Ouais. Et sur les grosses manifs, ouais. Et c'est là où je sens que tu vas me vanner. Là tu te fais sur plaisir. Sur les grosses manifs, non, je me fais pas plaisir. Je fais ce qu'on appelle Comment vous appelez ça? Vraiment du rêve. En fait, on essaye de repérer les groupes à risque dans les manifs pour pouvoir placer les CRS, etc. Allez, tu sais quoi, on va parler des manifs. Allez, t'as lancé le sujet, on part là-dedans. Vas-y, dis-moi. Tous les dérapages de police qu'il y a dans les manifs. Tu peux m'expliquer c'est quoi le délire? Ça vient d'où? Par exemple, il y a eu cette histoire, je me rappelle plus, c'était il y a 1 an ou 2, je crois, où il y a carrément un chef qui a attrapé un mec et qui a fait de la boxe sur un gars. Il lui a enchaîné des patates sur des patates. Et ouais, je vois. Tu te rappelles de ce truc-là ou pas? Ouais, je me Donc, souviens. il y a ce truc-là. Les autres policiers, à ce moment-là, comment vous réagissez? Vous dites rien? Tu vois ton chef, il est en train de mettre des grosses patates à un gars. D'un côté, tu te dis c'est la hiérarchie, je peux rien lui dire. De l'autre côté, au fond de toi, tu sais que c'est pas normal. Non, mais la hiérarchie, ça n'empêche pas. Hein. Quand il y en a un qui merde, que ce soit qu'il soit super hiérarchique ou pas, ça change rien. Mais en fait, faut savoir que. C'est intéressant. T'as pas peur de le recadrer, de perdre ton travail ou sur deux trucs, quoi? Non, mais déjà, j'ai envie de te dire, on est fonctionnaire. Donc, pour perdre son travail, faut le faire. D'accord. C'est pas parce que tu dis à ton chef qui a merdé, tu dis arrête ou tu le tires un peu ou un truc comme ça. Ouais. Que non, tu n'as rien du tout. Okay. Mais il faut savoir que les manifestations, c'est vraiment un endroit très 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 particulier, que ce soit pour les gens ou pour nous. Moi, je sais que moi, j'ai jamais fait, tu vois, CRS, etc. Genre avec le bouclier, le casque et tout. Moi, j'ai jamais fait ça. Tu vois. D'accord. Moi, je suis dans des manifs, mais je suis en civil, un peu genre caché, et j'essaye juste de repérer des gars. Ah, t'es en civil? Ouais, mec, mais c'est génial ça. T'es en civil. En fait, je sais pas si tu te souviens, pendant les manifestations Gilets jaunes, il y avait des gens qui disaient ouais, il y a des policiers en civil qui sont déguisés pour casser. Tu vois. On l'a beaucoup entendu en fait, ça, qu'il y a des policiers qui cassaient. C'est n'importe quoi. En fait, c'est nous faux. qu'on voyait. Ouais, c'est faux. En fait, c'est nous. Et je peux t'assurer que je cassais rien du tout, tu vois. Moi, en fait, on est pour être plus discret, on est en civil. Et puis, tu vois, quand il y a des black blocs qui font des trucs, etc., nous, on essaie de les repérer, on les prend en photo ou quoi pour essayer de les choper plus tard. Parce que les choper sur le coup, c'est impossible. C'est hyper dangereux, tu vois. On a déjà essayé 2-3 fois et on n'est pas passé loin de la catastrophe, tu vois. D'accord. Et en fait, c'est ça notre boulot. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui propagent beaucoup de merde. Hein. Quand tu dis qu'il y a des gens en civil, il y a des policiers en civil qui vont casser des trucs. On est dans l'ordre du complot là encore.
Bah ouais, mais c'est n'importe quoi. Après, j'en ai entendu tellement, mais, ouais, voilà. Donc en fait, c'était nous qui parlaient, ces gens-là, et on cassait rien du tout, tu vois. Mais où je voulais en venir, oui, c'est que quand tu es sur des grosses manifestations comme les Gilets jaunes, par exemple, je pense que les collègues qui ont dérapé, là, qui cognaient des gens, etc., ils étaient dans un état psychologique Ils étaient à bout. tellement haut, tu vois. Il paraît qu'il y en a plein qui n'avaient pas eu de vacances pendant longtemps, etc. Ah, mais pendant l'année des Gilets jaunes, déjà, tu peux être sûr que tous les samedis, tu bossais. Ouais. Déjà, donc pendant quasiment un an, tu n'avais pas un samedi. Ok. Et après, tout le reste de la semaine, tu dois faire les gardes d'ambassade, les sécurisations à Porte-de-la-Chapelle, etc. Et ensuite, le samedi, tu arrives là-dedans, tu fais des journées de 6h, 23h. Comment tu peux kiffer ton travail, Nabil, sachant que ton travail consiste à tous les jours, tu vois la misère des gens. Comment tu fais pour pas te tirer une balle? Le taux de suicide, il est énorme dans la police, et c'est normal. D'un côté, vous travaillez dans des conditions qui sont pas ouf, vous avez pas le meilleur des matériels, et de l'autre, t'es au cœur de la misère, de la haine sociale, de tout, tous les jours. C'est ouf. Ouais, c'est vrai, mais... ça doit être tellement dur psychologiquement. Ouais, c'est sûr. Moi, je dis souvent, comme je dis souvent, on nous appelle jamais, tu vois, pour des mariages ou des anniversaires. C'est fois vrai. qu'on nous appelle, C'est vrai, on vous appelle jamais pour une bonne nouvelle. Allô, la police? Ah ouais, je suis augmenté, les gars. Donc voilà, je voulais vous le dire. Merci. Pas la peine de vous déplacer. Tout va bien. Ouais, mais voilà, tu vois, on nous appelle toujours pour des mauvais moments de la vie des gens, tu vois, mais quelque part, tu vois, je sais pas pour nous jeter des fleurs ou quoi, tu vois, mais on est nécessaire. Bien sûr, vous êtes nécessaire. On est obligé d'être là. Donc, il faut bien sûr qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, tu vois. Et ça fait toujours plaisir de réussir à choper l'agresseur de quelqu'un, le voleur de quelqu'un, tu vois. Mais je pense que policier, écoute, il devrait vous faire tourner. Tu devrais faire ça 3 ans. Après, on te donne 2 ans de repos payé. Et après, tu reviens faire ça 3 ans. Tu sais, comme ça, tu te fais 2 ans où tu sors de toute cette merde, tu revis normal, et après, tu re-rentres dedans. Parce que je pense que ça doit t'atteindre au bout d'un moment. Tu vois, au bout de 10 piges de policier, 10 piges que tu vois la misère, tu vois la souffrance, tu vois des morts, au bout de 10 ans, 15 ans, ça forcément, ça déteint sur toi. Tu vois. Ouais, non, mais c'est clair. Après, il y a des services un peu plus chauds que d'autres. Moi, je sais que je pourrais jamais me plaindre quand je vois mes collègues, par exemple, de la brigade de protection des mineurs. Oh là là. Alors eux, je vais jamais rentrer là-dedans et je vais même pas connaître d'anecdotes ou quoi. Ça doit être ouf. Ouais, c'est clair. Ça doit être vraiment ouf. Et est-ce qu'il y a du racisme dans la police? On en parle beaucoup de ça, de l'alcool et du racisme. Moi, franchement, je suis trop content de t'avoir. Je te jure, j'ai trop de questions. Des fois, j'ai des policiers en spectacle, je parle avec eux. J'ai limite envie de faire une pause dans le spectacle et dire on a trop de questions à vous poser. Mais là, j'ai quelqu'un, je suis en podcast, ça peut durer des heures, je kiffe. Est-ce qu'il y a du racisme ou pas? Ou de moins en moins? Il y en a, c'est sûr, en tout cas. Du racisme, il y en a, parce qu'il y en a partout. Il y en a beaucoup moins que ce qu'on pense. Peut dire, ouais. Mais c'est normal parce que la nouvelle génération finalement de policiers, c'est des gens de ma génération. C'est une génération qui est plus colorée que celle de l'époque, tu vois. Bah oui. Donc vous pouvez pas être raciste envers des gens qui sont comme vous, qui vous ressemblent. Bah oui, non mais c'est clair. Tu sais, les gens ils imaginent un peu. Des fois, je le vois quand je contrôle des gars parce que je suis toujours en civil. Quand je contrôle des gars, les gens ils me disent mais non, c'est pas possible, t'es pas policier toi, parce que j'ai des Air Force, j'ai mis une casquette à l'envers, un maillot de Paris, tu vois. Et les gens ils ont encore l'image du flic crâne rasé avec le bomber. C'est clair. Et tout ça. Mais d'un autre côté, je crois qu'ils te détestent encore plus parce que pour eux t'es un traître, non? Eh ben, on me dit souvent ça. On me dit souvent ouais, c'est sûr qu'il y a des gens ils doivent te dire t'es un traître et tout. Mais en vrai non, ça m'est jamais arrivé. Okay. On m'a jamais dit ça. Après moi je suis tranquille, je fais pas du zèle, des trucs et tout. Je suis plutôt cool la plupart du temps, donc non. Parce que moi j'avais entendu dire qu'il y avait des gens qui m'avaient dit tu verras, c'était un Renoir, il m'avait dit, qu'est-ce qu'il m'avait dit déjà, quand il y a un Renoir dans un groupe de policiers, et c'est lui qui va vouloir en faire plus que les autres. Ouais, il y a ce il m'avait dit ça. C'est un peu, ça me faisait penser à la blague de Dave Chappelle quand il disait quand il y a un blanc dans un groupe de gangsters, tu vois, quand il y a un blanc, le blanc il est le plus dangereux lui. Il dit parce qu'imaginez tout ce qu'il a dû faire pour se faire accepter des autres. Ouais, non mais donc ok, donc moins en moins de racisme. Enfin, ouais, il y a de moins en moins de racisme. Il y en a, c'est normal, comme partout. Et l'alcool. Comme je dis, l'alcool c'est fini depuis très longtemps. Ok. C'est fini. Genre le flic qui vient te contrôler à 7h du matin et qui pue déjà la bière, ça n'existait plus.
Ça a dû exister, hein, Peut-être, sûrement. non, ça existait, c'est sûr. Mais peut-être dans les campagnes, il y en a encore, non? Peut-être, je ne saurais pas te dire. Je sais Franchement, pas. moi, j'ai toujours été quasiment qu'à Paris. Et non, il y a pas de. De toute façon, on est tellement testé tout le temps. De toute façon, que ce soit pour le stu, pour l'alcool, pour les trucs et tout. Mais en même temps, tu me dis, le racisme, il y en a de moins en moins. Là, dans ma tête, je viens de repenser encore à une autre histoire qui est arrivée il y a peut-être 1 an ou 2. C'est un Mhm. policier, donc je crois que c'était un Renoir, qui était dans un groupe WhatsApp avec d'autres policiers. Ouais, Et ouais, il a fait fuiter les audios où on entend des policiers qui étaient clairement des nazis, en fait. Euh, ouais, je m'en souviens de ça. et il a fait fuiter ce truc-là et tout. Bon, déjà, les gens sont pas très fut-fut de mettre ce gars dans le groupe WhatsApp, entre parenthèses. Et Non, je crois que l'histoire, c'est qu'il avait vu son nom. En fait, il a regardé le portable d'une de ses collègues ou d'un de ses collègues. Il avait vu son nom sur une ah, conversation et il l'avait forcé, il lui avait dit donne, je veux voir ce qu'il y a dedans et tout. Et c'est là qu'il a récupéré d'accord. tout ce qu'il y avait, tu vois. Et il a démissionné Et après ouais, ça, le gars. je sais pas, Je je crois qu'il y a eu sais une pas te enquête dire. après de la police des polices. Eh, mais la police des polices, ils doivent avoir plus de travail que la vraie police, non? La police des polices, ils ont trop de taf. Ouais, et non mais et d'ailleurs je voudrais revenir là-dessus là sur l'IGPN parce que souvent on dit ouais l'IGPN faut savoir que l'IGPN ils font des sanctions administratives en fait des sanctions intra-police donc souvent on dit ouais mais c'est la police qui juge la police mais non en fait eux, ils font genre comme un peu un conseil de discipline tu Ah vois non, quand t'es mais au moi, collège ou au je crois lycée totalement à l'IGPN, hein. oui enfin je et tout ça pour dire que oui, en fait, donc il y a la police des polices qui enquête là-dessus, mais après il y a aussi ces mecs-là, ils sont passés au tribunal et tout ça comme n'importe qui, tu vois. Donc il me semble qu'ils ont été virés de la police par l'IGPN Ouais, et d'accord. ensuite ils sont passés au Ah, tribunal ok, d'accord. Il y a une pour être, double ouais, sanction. D'abord parce que l'IGPN ouais, sur l'administratif, et après il y a le voilà, pénal classique comme tout le monde. Ok, exactement, j'ai compris. exactement. Voilà. Ah, ça m'avait choqué cette histoire-là. Et, Et ouais, pardon. il y avait, excuse-moi, il y avait du coup, il y avait cette histoire. Non, il y en a des histoires, c'est sûr, il y en a tout le temps, hein. Et comme je dis des fois, genre un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse, tu vois. Ouais. Et les histoires comme ça fait toujours du bruit. Mais quand tu rapportes ça à tous les boulots qui existent et à l'année, etc. En fait, tu auras un postier qui va avoir la même chose. Tu vas avoir des pompiers, il va y avoir la même chose. Moi, quand j'étais en hôtellerie, j'ai déjà subi des trucs que j'ai jamais subi en police, tu vois. Ok. Donc, au final, tu vois, t'en as comme Non, mais il y partout, a en aussi fait. des bons policiers, bien évidemment. Il faut pas les oublier. Et on est trop content de les avoir quand ils sont là, c'est sûr. C'est sûr. Et c'est vrai que des fois, on peut se faire une mauvaise image de la police, de par une mauvaise expérience qu'on peut avoir, par exemple. Moi, je reviens sur un truc. Pourquoi est-ce que. Moi, globalement, j'ai toujours eu des bonnes histoires avec la police. Mais pourquoi c'est toujours la BAC où tout le monde a une mauvaise histoire à raconter sur eux? Pourquoi cette brigade en particulier, on a l'impression qu'ils font toujours les cow-boys, que c'est toujours eux qui créent un peu les problèmes? J'ai l'impression. Ouais, je vois ce que tu veux dire. À chaque fois qu'on me raconte Euh, une mauvaise histoire, c'est jamais toi, Nabil, c'est jamais des policiers comme toi, c'est toujours la BAC. On me dit, ouais, la BAC, ils ont fait ça. Ouais, la BAC, ils ont nanana. La BAC, et après, moi, j'avoue, j'ai déjà croisé la BAC quand j'étais jeune, hein, il y a longtemps, une fois, et c'est vrai que ça m'avait marqué. J'étais avec des potes de couleur, et ça m'avait marqué comment les mecs qui nous avaient parlé. Et vraiment, le terme, c'est parler comme des cow-boys. J'ai compris cette expression. Ça, ouais, avant, je comprenais pas avant, tu vois. Mais il y a un gars, ouais, on était jeunes, on allait en boîte, tu vois, et tu connais ce truc où t'es plein dans une voiture, et on allait en boîte loin là-bas, je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Et on était perdus à un moment donné. Et donc, on franchit une ligne blanche pour faire un demi-tour. Et là, on voit ouais. une voiture, mon gars, qui débarque en sens inverse, qui fait un dérapage devant nous, qui nous barre la route de ouf. Je dis, wow. Et les gars, ils sortent, ils regardent notre plaque, ils voient qu'on était du 77. Et là-bas, à l'époque, on était dans le 95. Il regarde la plaque et il dit, je te jure. Il regarde la plaque et il dit, écoutez-moi bien. Je sais pas comment ça se passe dans le 77. Mais dans le 95, on respecte la loi. Est-ce qu'on n'est pas sur la meilleure phrase de cow-boy au monde? Je te jure que c'est une Ah vraie ouais. histoire. Ça m'a marqué. Et, euh, et ouais, donc après, ça va, c'est gentillet. Mais tous les dérapages, toutes les bavures, etc., machin. Il y a un gars en scooter, il se fait renverser par une voiture, machin. C'est toujours à la BAC. Pourquoi cette brigade-là, on a l'impression qu'ils prennent plus le melon que les autres? Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus ou pas du tout? Bah, là-bas, je pense que si, je vois très bien ce que tu veux dire. Et je pense que c'est dû au fait que
Tu vois, moi, par exemple, la BAC, je pourrais jamais y bosser parce que la mentalité de la BAC, ça ne m'intéresse pas plus que ça, tu vois. Mais déjà, c'est Et intéressant. C'est quoi la mentalité de la BAC? Et pourquoi ils ont une mentalité à part, ces gens-là? bah, C'est quoi ici? là, en ce moment, ils sont en train de, c'est en train de changer. Tu sais, ils sont en fait, la BAC, tu as des tests à passer avant de pouvoir intégrer la BAC. Et ils sont en train vraiment de durcir ces tests-là pour éviter de rentrer, comme tu dis, des cow-boys, etc., dans cette brigade-là, parce que il y a eu cette image-là pendant un moment. Mais je pense que leur problème, c'est que ils bossent. Alors, comment t'expliquer ça? Tu vois, et je dis souvent ça à des potes quand on parle souvent de la police, etc. Ces mecs-là, ils bossent toujours dans des endroits assez particuliers, tu vois. Et ils contrôlent des gens, ça se passe parfois mal, parfois ils sont un peu durs avec les gens sont un peu durs avec eux, et puis ils rentrent dans un cercle vicieux où ils ont eu un problème une ou deux fois avec des gars, etc. Et puis à chaque fois qu'ils vont contrôler, ils vont se dire, bah vas-y, on va être hyper dur. Comme ça, bah, les mecs, on n'aura plus de problème, tu vois. Du coup, ils sont tout le temps hyper durs parce que, voilà, Parce qu'on a été dur avec eux, en fait, finalement. Parce qu'ils travaillent dans un environnement qui est très dur. Parce qu'ils travaillent dans un environnement dur, voilà. Et du coup, ils sont durs. Sauf que des fois, ça tombe sur des gens qui sont tranquilles, qui vont se faire mal parler par la BAC, un peu secouer, etc. Et ils vont se dire, ah ouais, mais en fait, la BAC, c'est des connards. Donc la prochaine fois que je tombe sur eux, eh ben, je vais m'embrouiller avec eux. Et puis, c'est un cercle vicieux. Et puis, ça tourne comme ça tout le temps, tu vois. Ouais. Ok, je reviens sur une autre affaire aussi qui m'a marqué, qui était il n'y a pas longtemps. Je sais que tu y es pour rien, mais est-ce que tu en as entendu parler? Cette histoire, elle était folle. C'était il n'y a pas longtemps. Il y a des mecs en cité qui étaient posés et la police, elle arrive, tu vois. C'est dans le 93, à Saint-Denis, je crois. Ouais. Et les contrôles et tout, machin. Et il y a un policier qui fait tomber un sachet derrière un des gars. Ouais, je l'ai vu. Et il le ramasse et il dit, c'est quoi ça? L'autre, il dit, c'est pas à moi. Il dit, tu te fous de ma gueule? Allez, vas-y, machin. On l'embarque, ils lui font la misère. Il y a son pote à côté, il filme parce qu'il sait que c'est pas normal ce qui se passe. Ils lui prennent son téléphone de force. Sauf que ce que ces gens-là n'avaient pas calculé, c'est que sur les poteaux électriques en l'air, il y avait des caméras aussi de surveillance. Et heureusement que ces caméras-là étaient là, parce que sinon, ces gars-là, ils seraient partis en prison pour outrage ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Donc, ces mecs-là ont été sanctionnés. C'est des mecs du 93, je crois que c'était la BAC, mais je suis pas sûr. C'est les CSI. CSI, putain, CSI. Ouais. Mais aussi, on s'est tous dit, combien de personnes n'ont pas eu la chance d'avoir des caméras à ce moment-là et de jeunes qui sont aujourd'hui en prison alors qu'ils avaient vraiment rien fait. On leur a mis un sachet derrière, par terre, et parce que ces gars-là, ils avaient l'air rodés, tu vois. C'était peut-être pas la première fois qu'ils faisaient ça. C'est horrible, en fait. Mais là, franchement, qu'est-ce que je te dis sur un truc comme ça? Je me dis, mais moi, on me l'aurait raconté. J'aurais dit, mais non, c'est pas possible. Ouais. Mais c'est fou. Mais déjà, je me dis, mais comment le gars, en fait, l'intérêt de faire ça, enfin, il sera pas payé plus. Pourquoi tu fais ça? T'as rien à gagner, t'as tout à perdre. Même toi, tu comprends pas. Bah oui, c'est impossible de comprendre. Et puis, tous mes collègues avec qui je parle et tout, mais quand on avait vu ça, on s'est dit, mais tu sais, moi j'ai un groupe WhatsApp avec des collègues et tout. Des fois, on s'envoie des trucs. On se dit, mais ils sont sérieux. Mais c'est n'importe quoi, tu vois. C'est quoi le CSI? CSI, c'est les compagnies de sécurisation et d'intervention, un truc dans le genre. C'est un peu comme des BAC, mais en tenue. D'accord, ok. Voilà. Ok. Ouais. Et ils font du boulot d'anticrime et d'antidélinquance. Et les espèces de policiers qu'on voit à la gare, là, mais qui travaillent pour la SNCF, ils ont quoi comme pouvoir, eux? Ah, c'est la SUGE. C'est privé, ça appartient à la SNCF. Il y a écrit sûreté ou je sais pas quoi. Ouais, si, ça appartient. Bah, il y a la RATP et la SNCF qui a ça, mais c'est pas des policiers. C'est un peu comme la police municipale, j'ai envie de dire. Ils ont les mêmes pouvoirs que la police municipale. C'est une milice. C'est des gens privés. C'est des sécurités privées de la SNCF, ouais. Mais ils ont le port d'armes. Ok. Pour en revenir avec cette histoire de la CSI là, qui avait fait n'importe quoi, enfin des quartiers un peu chauds. Souvent, les politiciens, ils nous disent toujours, ils nous parlent beaucoup. J'entends souvent cette phrase de zone de non-droit. Il y a une zone de non-droit là-bas. On va mettre fin aux zones de non-droit. Est-ce que les zones de non-droit, elles existent vraiment? Ça veut dire, est-ce qu'il y a vraiment des quartiers dans lesquels la police ne va pas parce que vraiment ça craint de ouf? Ou est-ce que c'est quelque chose que veulent nous faire croire les politiciens pour nous faire peur et nous faire voter pour eux? Alors, il n'y a pas de zone où tu peux pas aller, mais tu peux pas y aller avec une seule voiture, en gros. En gros, il y a des zones, si on veut y aller, et ben, je sais que moi, ça m'est arrivé, alors que
ne serait-ce que dans Paris, tu vois, dans le 13 ou le 14e, ou dans certains endroits du Il y a 15e. des quartiers chauds dans Paris? C'est pas non plus la banlieue, tu vois. Mais il y a des endroits où on se dit, bon, il faut qu'on aille intervenir là-bas parce qu'il y a un appel ou quoi. Bon, ben, on appelle une deuxième ou une troisième voiture, au cas où, tu vois. Parce que, bon, une petite brique qui va tomber, un truc et tout ça. Mais je sais qu'en banlieue, ouais, il y a des endroits où c'est plus difficile d'intervenir à une voiture, même impossible d'intervenir à une seule voiture. Où tu es obligé d'y aller à 50, 60 pour intervenir. 50, 60, c'est énorme. Je peux te dire qu'au 4 queues, par exemple, tu vas pas à une seule voiture. Hein. Waouh, c'est ouf. Ah ouais. Tu vas pas à une seule voiture. Après, ouais, c'est pas tous les jours qu'on va devoir faire intervenir à 50, tu vois. Mais c'est des endroits où tu peux pas y aller. Tu peux pas y aller qu'à une seule voiture. Ok. Après, non droit non plus. Non, en vrai, si on veut rentrer, on rentre partout, mais on rentre pas tout seul. On rentre pas tout seul. Sinon, vous sortez pas, quoi. Sinon, ça va être compliqué. Waouh, c'est ouf. Ils peuvent vous faire quoi, les gars? Ils vont pas vous tuer de toute façon. Ils vont pas nous tuer. Non, mais tu vas te faire mêler, comme on dit. Après, il y a le collègue qui s'est fait tuer là, il y a pas longtemps à Orléans, je crois. Ah ouais? Ouais, il était allé. Il y avait un point de stup là où ça dealait. Il a voulu interpeller le gars et le gars il lui a tiré dessus, il l'a tué. C'était il y a 2-3 mois, je crois. Donc bon, moi j'ai déjà bossé à Saint-Ouen et à Bagnolet. Ouais, je connais bien. Il y avait des endroits, c'était très 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 difficile d'y aller. Hein. Mais Saint-Ouen, c'est chelou parce qu'il y a toute une partie où il y a plein de boutiques d'art où c'est très bobo en fait. Ils te vendent un vieux fauteuil à 3 000 €. Et à côté de ça, t'as des quartiers super chauds. C'est marrant. Je vois l'endroit où tu parles, là où t'as les puces. Ouais. Et puis juste à côté, t'as une énorme tour. Ouais. Je me souviens plus, Arago, je crois, ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Et cette tour-là, c'est un délire. C'est hyper dur d'y rentrer. Putain. Parce que déjà, les gars, ils nous grillent à des centaines de mètres à l'avance. Et puis, c'est fait d'une certaine manière où il y a des portes blindées en haut, etc. Donc, pour aller démanteler le réseau là-bas, c'est hyper dur. Ça doit tellement vous blaser. Ça doit tellement vous blaser quand vous démantelez un réseau et qu'il se remonte juste après, ou que derrière, la justice, ça suit pas. Tu vois, des fois, t'arrêtes un gars, puis il est relâché rapidement. Il paraît qu'il y a beaucoup de policiers qui ont ce sentiment, des fois, ils se disent à quoi ça sert, quoi. Ah, mais non, ça, clairement. Pour démanteler des réseaux, tout ça, quand c'est un réseau, etc., c'est rare que le gars soit relâché aussi facilement. Mais quand tu attrapes un mec qui a, par exemple, il n'y a pas si longtemps, on interpelle un mec pour un vol à l'arraché, tu vois, sur un collier. Et, excuse-moi, mais ça fait vraiment scène de film. Il y a vraiment un gars, il arrache un collier du cou d'une meuf et il part en courant. Mais pour te dire, avec des perles qui tombent. Non, c'était un collier en or. Il l'a arraché à une mamie de 90 ans. Waouh. Ouais, putain, les gars, ils ont plus de respect. Mais c'était où? C'était dans le 15e. D'accord. Et j'imagine c'est un gars, c'était un drogué? C'était ce qu'on appelle un mineur isolé. Un mineur isolé. Ça s'appelle un mineur isolé. C'est, tu vois, des gars qui sont venus genre illégalement en France, tu vois. Ok. Et ils arrivent ici et puis ils sont quasiment tous mineurs, donc ils peuvent pas être, ils sont pas renvoyés. Et ils ont nulle part où aller, nulle part où dormir et tout ça. Et ils vivent dans la rue, ils se droguent. T'es sûr qu'ils sont mineurs? Alcool et tout. Ils disent qu'ils sont mineurs. Voilà. Je suis sûr que des fois, tu dois avoir des grands gars de 35 ans, bien rasés. Ah ouais. Ah oui. Beaucoup. Mais tu peux pas le prouver. Le mec, il te dit j'ai 18 ans ou j'ai 17 ans. Tu peux rien faire, tu vois. Parce qu'ils ont pas de papier, etc. Et ces gars-là, quand ils voient leur première ride arriver, ils sont vénères. Il y en a un, une fois, il avait une tête, mais il avait l'air tellement vieux. Et je lui dis, mais arrête, tu mens. Et il me dit, mais non, c'est la misère, chef. C'est pour ça que j'ai l'air plus vieux. D'accord, pire dessus. Et pour en finir, moi, le gars, j'avais pas fini de taper le PV d'interpellation, tu vois. Parce qu'on prend le gars, on le ramène, on le présente à l'OPJ, on tape un PV. J'ai même pas fini de taper le PV, que le gars était déjà sorti. Je me dis, mais ça sert à quoi, moi, que je continue à taper le truc. Et en fait, franchement, ouais. Le gars est déjà dehors. Ça, c'est un peu frustrant. Je vais pas te mentir. C'est un peu frustrant, surtout pour les victimes. Tu m'étonnes. C'est fini l'époque où tu pouvais faire sauter des PV?
J'ai jamais connu cette époque, moi. Ah ouais? T'as pas Ouais, tous tes potes j'ai qui jamais disaient, connu. s'il te plaît, j'ai un PV, fais-moi sauter Nabil, s'il te Tout le plaît. monde me demande, mais moi-même, pour moi-même, je peux pas me faire sauter mes PV. J'ai ce petit avantage si jamais je me fais arrêter en direct, tu vois. Et je vais dire au gars, je suis collègue, etc. Il va me dire, ouais, bon, fais gaffe et tout, et puis je pars. Je suis de la Mais maison. ouais, mais les radars, c'est mort. Putain. Et les radars, il y en a de plus en plus, mon gars, ça me fait péter un câble. C'est scandaleux. C'est vraiment pour prendre de l'argent aux gens. Et puis, t'as les radars qui bougent maintenant aussi. Ils te le mettent là, et puis 3 jours après, tu passes. En fait, il est à un autre endroit. Tu sais, Putain. ils sont un peu en triangle bizarre, là. Ouais, c'est Je sais des pas si gros t'as déjà blocs. vu. Je vois très bien, c'est des gros blocs blancs. Ouais, exact, ouais, c'est ça, ouais. Et énorme. Et ceux-là, ils les font bouger. T'en as un, je crois, c'est sur la A1, quand Il y tu en, viens il y en a un sur du la A3. 93. Ça fait 3 ans, il est là. C'est un radar mobile qui bouge plus du tout, il a dit. Il s'est sédentarisé. Il a dit, j'en ai marre de Oui, voyager. avant le tunnel, là. Ouais. Ouais, bah celui-là, il m'a fait mal, hein. Ah ouais, putain, mais en plus, on les Ouais. connaît dans ces zones-là. Ouais, mais tu sais, t'oublies des fois, moi je suis là, musique et tout, je m'ambiance, et puis bam! Je dis, ah ouais, putain, merde. Je me suis fait brûler par la police, là, il y a quelques jours. Ouais. En ce moment, j'ai pas mal de chance avec la police. Enfin, pas mal de chance. J'ai eu de la chance. Déjà il y a genre 3-4 mois, je me suis fait contrôler sévère. Je crois mon permis, il a failli sauter, pour être honnête. Et il y a une meuf, elle m'a reconnu dans la police. Et j'étais tellement content. Ils m'ont laissé partir. Mais là, pour moi, c'est un de mes plus gros coups de chance, 2022. Je mets même 2021 et 2020 dedans. C'est un de mes plus gros coups de chance. Parce que Et mais franchement, t'avais fait quoi? j'étais en scout. Et franchement, c'était un soir où le spectacle s'était trop bien passé. Il devait être vers minuit et demi, 1h. Et je rentre chez moi et je suis trop heureux. Je me dis, putain, la vie, elle est trop cool. C'est un des rares soirs où vraiment je suis heureux, tu vois. Ouais. Et je voulais vite rentrer chez moi. J'avais mon son dans les oreilles. Et je trace et mon scout, il est puissant et je vois pas trop la vitesse, tu vois. Et le périph', c'est 70 maintenant. Ouais. J'étais vraiment, vraiment beaucoup plus haut, quoi. Et en plus, moi, j'ai une technique, c'est que j'arrive trop à repérer la police. Parce qu'en fait, la police, ils t'arrêtent jamais direct. D'abord, ils te suivent pendant un long moment, tu vois. Et moi, ça m'arrive très souvent et je les crame à chaque fois. Et du coup, quand ils me suivent, bah, moi, je roule normal, tu vois. Et des fois, ça m'est arrivé qu'ils me suivent quand j'étais en voiture. Ils me suivent pendant longtemps. Et après, ils voient que je fais rien. Ils se mettent sur le côté. Ils me disent, vous étiez un peu vite là-bas et tout. Je fais, ah, désolé et tout. J'étais en train d'écouter ma musique. Et il y a un policier, il passe la tête. Il fait, ah ouais? Et vous écoutiez quoi? Fast and Furious? J'étais mort de... C'est pourri. Après, ils sont partis. Donc ça, c'est quand je suis en voiture. Mais là, ce jour-là, j'étais en scout. Et donc, je trace. Et je vois la police, les motards au loin dans un virage sur le périph'. Donc, je ralentis. Et je les vois, ils partent après moi et ils restent derrière moi. Et je sais que eux, en général, quand ils partent, la police, ils tracent. Quand les motards là, ils ont pas le temps, ils bombardent. Donc s'ils roulent à allure pas trop rapide, je fais putain, c'est pour WAM. Et après, ils me rattrapent, ils me font sortir à la prochaine sortie. Et ils me disent, moi je dis, c'est pourquoi? Ils me disent, c'est pour excès de vitesse, monsieur. Je dis, ah bon? J'étais à combien et tout? Ils me disent, vous étiez très très haut. Et je dis, vous êtes sûr que c'était moi? Parce qu'il y avait plein de véhicules et tout. Il dit, on a la plaque et on a le modèle, monsieur. Je fais, putain, et là dans ma tête, je suis dans la merde. Ma vie était trop belle à partir d'avant ce moment-là. Et franchement, je crois qu'ils allaient me retirer mon permis ou je sais pas quoi. Ou... J'étais pas bien. Et je vois, j'enlève mon casque, je vois au loin une petite meuf qui frétille. Je fais genre que je calcule pas. Mais je la vois, elle parle à tout le monde. Elle parle là-bas, elle va parler à un autre gars, elle va parler. Après, elle vient me voir avec un air super sévère. Je peux voir vos papiers? Je fais OK. Et elle vient avec 2 autres gars. Je sors mon permis, je montre. Elle voit ma tête, elle voit mon nom, elle fait putain. Et elle le montre aux autres. Tu vois, elle montre à tout le monde. Et je fais, il y a un souci? Elle fait, non, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, les autres, ils partent. Elle me fait, putain, mais moi, je vous aime bien en plus. Je dis, ben, moi aussi, je vous aime bien. Après, elle me fait, bon, je vais voir ce que je peux faire. Et franchement, elle a été trop cool. Si elle m'écoute, merci. Elle m'a laissé partir comme ça avec genre juste une amende, tu vois. Et je suis reparti en tremblotant, mon gars, sur mon scooter. J'avais qu'une peur, c'était que les autres motards qui m'avaient arrêté, ils font, hey, toi là-bas, il est en train de repartir. Parce qu'ils savaient ce que j'avais fait. Moi, je me disais, elle m'a dit que je pouvais. Donc ça, c'était mon gros coup de chance. Et là, il y a pas longtemps, là, il y a genre une semaine, je devais aller jouer à Nîmes. En fait, moi, quand je trace, c'est que souvent, je suis à la bourre, tu vois, parce que ma vie, je suis tout le temps en retard et ça me saoule, faut que je travaille là-dessus. Et j'avais un train gare de Lyon. Et du coup, je bombarde sur la A4. Et quand j'arrive sous le tunnel là, qui arrive vers Paris,
Au moment où ça remonte, il y avait des policiers avec des jumelles. Et le temps que je calcule, je freine, je me dis bon, c'est bon, je m'en suis sorti. Et là, il y a la police qui vient, qui me font sortir. Et je me dis putain. Et je sais que c'est de ma faute totalement. Moi, je suis pas le genre à. Je sais putain, je m'en veux de ouf. Je me dis déjà, j'ai eu un gros coup de chance il y a pas longtemps. Et là, je refais de la merde. Je dis putain, je suis vraiment une merde. Et là, je crois que j'ai perdu 2 points. Et le gars, il sort et tout. Il me dit monsieur, nana, est-ce que vous avez vos papiers? J'avais aucun papier sur WAM. J'avais que mon sac à dos. J'avais la tête dans le cul. Je fais écoutez, j'ai une date. Je suis humoriste, je dois faire une date. Je suis désolé, j'allais juste vite parce que je dois prendre mon train. Et voilà. Et vous avez des papiers? Je dis non, j'ai pas de papiers. Je suis dans la merde. Voilà. Je vois déjà mon producteur qui va me brûler parce que j'ai pas été faire ma date. Il y a des gens, il y a 400 personnes à Nîmes qui m'attendent. Je suis dans la merde, mon gars. Et je suis tourné et tout. J'entends derrière moi, ça parle. Il parle avec un autre policier. J'entends ça parle réunionnais en plus. Je me retourne. Je fais en plus, vous parlez réunionnais. Je fais putain. Et je dis rien, je les vois. Je comprends même pas pourquoi il y a des policiers réunionnais qui sont là. Ils ont un badge 974. Je te jure, ils ont un badge 974 collé. Ouais, mais il y en a plein. Il y en a plein. Je comprends même pas. Après, le mec, il est cool. Il me met une amende. Enfin, il est cool. Il fait son travail. Il me met une amende rapidement. Et il me met moins 2 points. Et il me dit, je vais essayer de faire vite pour que vous ayez votre train. Je fais, putain, merci beaucoup et tout. Et il me dit, et la prochaine fois, quand vous venez de la Réunion, dites-le directement. Ça peut peut-être vous faire gagner du temps. Et dans ma tête, je me dis, mais comment moi je peux savoir? Ça veut dire que je débarque, n'importe quel policier. Je suis de la Réunion. Voilà. Donc en fait, il a pas été si cool que ça. J'ai quand même perdu 2 points, mais il a quand même été sympathique. Et la vérité, c'est qu'il y a des policiers sympas. Et je crois qu'on le dit pas assez. Il y a des policiers qui sont compréhensifs. Et voilà. Et faites du stand-up. Essayez de vous faire reconnaître. Ça peut peut-être vous aider. C'est le conseil que je peux vous donner. Alors après, tu vois, par exemple, là, tu m'avais dit que c'était des motards aux jumelles. Tu vois, eux, par contre, malheureusement, quand tu tombes sur eux, leur boulot, c'est la sécurité routière, tu vois. Donc, à la fin, on va leur demander s'ils ont bossé ou pas, tu vois. Et c'est que comme ça qu'ils prouvent qu'ils ont bossé. Moi, par exemple, quand je fais pas les manifs, je fais de l'antidélinquance, etc. Clairement, des verbalisations et tout, moi, j'en fais jamais. Parce que on m'en demande, c'est pas mon boulot, tu vois. Je peux en faire si jamais je vois un mec j'ai qui compris. fait vraiment de la merde. Pour eux, le nombre de contraventions, ça équivaut au résultat. Mais ils peuvent très bien dire, écoutez, j'ai bien fait mon travail, sauf que les gens roulent bien. J'ai pas beaucoup de mis d'amende parce que les gens roulent bien. Et on va leur dire, non, t'as mal fait ton travail, en fait. Non, mais tu peux le faire une fois ou deux. Mais on sait très bien que les gens roulent pas bien sur Paris. Tu peux pas faire toute une vacation de 9 heures de boulot et revenir avec une contravention dans la journée. Et on va se dire, mais non, mais c'est que t'es vraiment mauvais, alors. Parce qu'il suffit que tu te balades, là, toi, en civil, là, comme ça, tu te balades dans la rue et tu vois des gens faire n'importe quoi. Tout le monde le voit, tu vois. Donc, tu peux pas dire que t'as fait une contravention dans la journée, tu vois. Moi, je peux dire que j'en ai pas fait, mais moi, à côté, tu vois, je ramène des gars pour d'autres trucs. Donc, c'est ça, moi, mon boulot. Eux, c'est. Toi, concrètement, c'est quoi ton quotidien? Tu les arrêtes comment, les gens qui sont les délinquants? Moi, en fait, quand j'ai pas de manif, je fais du renfort d'arrondissement. Donc, je me balade dans Paris. En civil? En civil, ouais. Mais t'as le meilleur métier de la terre. Tu te balades dans Paname. C'est ça ton taf. Et tu peux peut-être te balader et tu rentres le soir et tu te dis franchement, il s'est rien passé. Franchement, ouais. Donc juste, tu t'es baladé dans Paris, quoi. Tu dois trop bien connaître les monuments, les avenues, les bonnes adresses. Ouais. Non, mais genre, par exemple, des fois, on peut se balader, tourner un peu, chercher des gars, voir des gars un peu chelous. On va se dire, vas-y, on va les suivre un peu et tout. Et au final, en fait, ils font rien. Du coup, on part. Et puis, au final, la journée, elle s'est passée, on n'a rien fait. Mais on a essayé, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais en vrai, c'est trop bien que vous soyez là. C'est rassurant aussi. Ouais, puis, tu sais, par exemple, ce que je fais souvent, moi, avec mes collègues, on va sur les champs, on prend contact avec les agents de sécu, tu vois, on leur dit, ouais, il n'y a pas un truc, là, il s'est passé quelque chose, etc. Ils me font, ouais, de telle heure à telle heure, souvent, il y a des gars qui viennent, qui essayent de voler et tout ça. Okay. Du coup, on tourne, on essaye tu vois, d'être présent, tu vois. Trop bien. Franchement, trop bien. All right. Avant de finir un peu, parce qu'on a pas mal parlé de la police, juste un dernier truc. Est-ce que, j'allais te demander, est-ce que tu as un souvenir, une anecdote triste qui t'a marqué, mais ça va être badant, mais l'inverse, est-ce que tu as un moment particulier, positif, où, je sais pas, un moment où tu as été fier d'être policier, où tu te dis, putain, là, j'ai vraiment servi à quelque chose, c'est pour ça que je fais ce métier?
Euh, non, des moments kiffants, t'en as plein quand les gens ils te remercient de dingue et tout parce que t'as réussi à choper ou quoi, ou que tu lui as empêché quelque chose et tout. Mais, euh, mais le moment où vraiment c'était kiffant pendant 3 4 mois, c'était après les attentats où tout le monde nous kiffait de ouf. Ah ouais, vraiment. Après les Mais attentats, t'as c'était vraiment senti un changement. après. Alors, dis-toi qu'après les attentats, on allait genre au McDo pour prendre à manger à midi. Le gars, il nous disait non, non, vous payez pas, c'est offert. Mais non. Les gens dans la rue, ils Bah nous tu vois, tapaient les sur attentats, l'épaule. on Merci. critique, mais au final, non, je rigole. Pardon. T'allais aller trop loin. Oui. Non, mais pour te dire, Tu payais pas le ouais, les McDo. gens dans la rue, bah, par exemple ça, tu vois, ou les gens qui nous arrêtaient dans la rue en disant merci beaucoup pour ce que vous faites, etc. Tu vois. Bon, ça a duré 3 mois. Après, c'était fini. Mais au moins, pendant ce moment-là, franchement, je me suis dit, ah ouais, les gens, en fait, tu vois, là, les gens, ils nous kiffent, tu vois. Bah ouais, c'est trop bien. Et ça fait chaud au cœur de ouf, tu vois. C'est trop bien. Je me rappelle plus, c'était pourquoi il y avait les policiers, ils étaient pas contents. Et nous, on n'était pas d'accord avec eux. Putain, j'ai oublié ce truc-là. C'était pas peut-être pour la loi qui voulait empêcher, soi-disant, de filmer les policiers, là. Ouais, c'est exactement Ouais. ça. Quand ils disaient, ouais, on veut pas qu'on nous filme et tout. Non, non, vous avez pas à nous filmer. Mais les gars, vous faites que des dingueries. Bien sûr, on veut vous filmer. Cette loi, Alors, elle est folle. c'était pas ça exactement. Tu sais, on nous a un petit peu vendu le truc comme ça, mais c'est pas ce que ça disait, en fait. En fait, la loi, elle disait que tu pouvais pas filmer un policier et diffuser la vidéo sur Internet en disant retrouvez-le, tu vois. Mais ça disait pas que tu n'avais pas le droit de filmer. Tu avais le droit de filmer pour aller porter plainte après. Mais tu n'avais pas le droit de filmer D'accord. pour De toute diffuser façon, sur dans les tous les réseaux. cas, même si tu veux filmer Ce un qui est une policier, il va toujours te dire non. Ah putain, je viens de me rappeler de ça. En plus, il y a pas longtemps, j'avais vécu cette scène. Je me rappelle de cette scène. Il y avait. C'était l'année dernière. C'était, je crois, c'était pas dans le 16e. J'ai une copine, Laura Domange, elle m'invite. Ils font une espèce de scène. Ils font une scène en plein air. Et c'est dans une espèce de bâtiment. Il y avait plein de bâtiments qui accueillaient des migrants. Et je crois qu'il y avait une scène pour recueillir de l'argent pour des associations, etc. Machin. Et les gens du quartier qui sont un peu bobos et tout ont appelé la police très rapidement. La police sont venus et ils ont mis fin à la soirée, quoi, qui était en plein air, qui était plutôt cool, tu vois. Ouais. Et tous les organisateurs, ils sont tous vénères, etc. Machin. Et il y en a un, je crois, il parle mal à un des responsables de la soirée. Et il y a une vieille, elle le filme. Et il lui a mis un coup de pression pour qu'elle arrête de le filmer et pour qu'elle efface la vidéo. Il lui a mis un coup de pression de ouf. Il a dit, vous n'avez pas à me filmer, c'est mon droit, c'est mon image. Vous n'avez pas à filmer mon image. Supprimez, supprimez-la devant moi, supprimez. Et il était entouré de ses collègues de la BAC et d'autres policiers. Et il a mis un coup de pression, elle a supprimé. Un flic qui a dit ça? Ouais, c'était un chef d'une brigade. Ah ouais? Ouais, vous n'avez pas le droit de Ah bah, supprimer. C'est mon image. Vous n'avez pas le droit, vous m'entendez? Vous n'avez pas le droit, nanan. Il lui a mis un gros coup de pression et devant tout le monde et elle a supprimé la vidéo. Ça m'a marqué, ah ça bah, aussi. et la mytho, hein, parce que les policiers, ils ont pas le droit, ils ont pas de droit à l'image en Bien service. sûr, vous êtes des fonctionnaires. Quand tu es en civil, à partir Ouais, du moment où tu travailles pour l'État, tu travailles pour nous, tu as des comptes à rendre. Et ça, ouais. j'avoue, on n'a pas eu les couilles de lui dire. Et pourtant, normalement, genre, on le sait tous maintenant. Donc, à une époque, il y en avait qui essayaient de corriger en disant, ah, vous n'avez pas le droit de filmer. Mais maintenant, tout le monde le sait que les gens ont le droit de filmer. Donc, Est-ce filme. que ça les arrête quand même? Il y a des policiers, ils t'attrapent ton téléphone, ils te le mettent par terre, tu vas faire quoi? Ils te l'écrasent, tu vas faire quoi? Ouais. Bah, il n'a pas intérêt à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre qui filme ailleurs. Hein, parce que, Ouais. ouais. Moi, j'ai 2, 3 collègues pour des trucs, mais 10 fois moins graves que ça, qui ont eu des histoires et des histoires et des histoires Ah ouais? pendant des années. Ah ouais, j'ai eu des collègues qui ont eu des. Pour te dire, j'ai eu un collègue qui a pris 3 mois de prison avec sursis Ouais. parce que il course des gars et il y avait 2 gars. Ils en interpellent un à, disons, 7 rue quelque chose, tu vois. Et le deuxième, il l'interpelle aux 14 rue de quelque chose, tu vois. Et quand ils font le PV, ils font oh putain, on va pas mettre les 2 adresses et tout. Bon, bah, on dit qu'on a interpellé les 2 au même endroit. Et ben ça c'est un faux en écriture. Donc c'est un faux usage de faux en écriture par un fonctionnaire de police. Et ben c'est un délit. Il a pris 3 mois Comment de ils ont fait prison pour avec prouver que sursis. c'était pas la bonne adresse? L'avocat a repris les vidéos Hmm. de l'interpellation parce que les gars ils ont dit ouais ils m'ont frappé etc. Du coup il a dit ah ouais bon on va voir. Il a pris les vidéos et il a vu que en fait les 2 sont pas interpellés au même endroit alors que sur le PV il y a marqué que c'est interpellé au même endroit tu vois. Et Ah pour lui ouais. bon bah
c'est un vice de procédure, donc il a pu faire Bien libérer sûr. ses gars. Et à côté de ça, bah, la justice a dit, ah ouais, donc les policiers, en plus, ils ont menti. Bah, allez, Bah ouais. Bah, ouais, ton pote, il est malheureusement en tort, hein. Enfin, c'est con, il aurait dû il est, mettre les bonnes adresses. Il avait la flemme ouais, et du coup, ça se mais retourne. exactement. Mais pour te dire que ça, tu vois, le mec a pris 3 mois pour ça. Oui, Donc, je tu vois ce que sais, tu veux souvent, dire. on dit, ouais, mais les policiers, il leur arrive jamais rien. Si. Et quand on fait des dingueries, des fois, il nous arrive des trucs, tu vois. Ok, Et ok. le gars qui prend un téléphone, qui l'éclate par terre et tout parce qu'on le filme, Hmm. crois-moi bien que si jamais il y avait une autre vidéo qui se filmait d'un autre endroit et qui se fait Hmm. griller, il va prendre bien comme il faut. Ouais, ouais, ouais. Ok. On va passer, Nabil, à la rubrique Docteur Love. On va arrêter de parler de la police et on va parler Ah ouais. d'amour. Nabil, toi, tu m'as dit, je suis célibataire depuis 1 an. Je suis très bon Ouais. pour donner des conseils aux autres, mais très mauvais pour les appliquer. Ah ouais. C'est quoi tes conseils que tu n'appliques pas, que tu donnes aux autres? Mais pas plus tard que la semaine dernière, tu vois, j'ai un collègue, un Réunionnais, qui essayait de parler avec une meuf, En mais créole. Il avait trop du non, mal. non, non. Mais tu sais, elle le baillait un peu, tu vois, genre en mode suis-moi, je te suis, etc. Et je lui dis, mais mec, arrête de lui envoyer des messages, parce qu'il est tout le temps là à lui envoyer salut, ça va, salut, ça va. Je lui dis, arrête de lui envoyer des messages et tout, tu vas voir, c'est elle qui va revenir, etc. Mais moi, à côté de ça, dans la même situation, Ouais. eh ben, je vais pas réussir à me dire, ah, Tu vas faire vas-y, le canard aussi. je vais faire le canard aussi. Ben ouais, ben parce que, en fait, quand t'as la tête chaude, moi j'appelle ça avoir la tête chaude et la tête froide. Quand t'es dedans, t'as la tête chaude. Et t'as toujours un pote qui est dehors, qui a la tête froide, qui lui va te donner les bons conseils. Et après, ben, quand c'est à toi dans cette situation-là, bah toi maintenant t'as la tête chaude, t'es à fond dedans, Mm. et il te faut quelqu'un qui est extérieur et qui va te donner les bons conseils. Et qui va avoir Ouais, mais c'est le clair. bon recul. Et puis parce que quand c'est pas toi, c'est pas ton histoire, c'est pas ta meuf, en Bien vrai, tu sûr. dis, mais non, c'est facile, vas-y, lui envoie pas de message. Quand t'es Alors pas que, impliqué émotionnellement, tu peux prendre les bonnes décisions. Et ça, si tu remarques bien, ouais, c'est valable dans les situations amoureuses, mais c'est aussi valable dans tout. Par exemple, quand il y a un policier qui doit intervenir, je reviens dessus, mais il a de la famille qui est impliquée dedans, on le met jamais dans une histoire, par exemple, ou un ah avocat, ben, ou n'importe ouais, c'est quoi, clair. parce qu'on sait qu'il va pas prendre les bonnes décisions. Il est Ouais, impliqué conflit émotionnellement. d'intérêt. Ouais, c'est clair. Euh, Ouais, t'as raison. Est-ce que tu te fais draguer en tant que policier? Ça marche ou pas? Waouh, Euh, salut monsieur l'agent. C'est à vous ce gros ouais, pistolet? Et il tire que des balles. ouais, tu te fais draguer quand t'es en tenue, tout ça, mais tu sais jamais vraiment c'est pourquoi, tu vois. Du coup, tu te méfies. Tu sais pas Ouais. si elle te drague parce qu'elle te drague ou parce qu'elle veut pas se prendre une amende, tu vois. Ah. Donc, souvent, quand je contrôle des filles et tout, elles sont là, toutes gentilles et tout, je me dis, ouais, bon. T'as le Ouais. même problème que les mecs riches. Et même pour moi ou pour mon argent. Ouais, en gros, ouais. Ouais, c'est ça. Mais sinon, ouais, si en vrai, tu sais, t'as quelques filles qui ont le fantasme du policier, etc. Hmm. Ça, c'est vrai. Hein. Et des fois, il y a des C'est vrai. policières aussi, elles sont folles. Hein. Faut en parler. Hein. Et dans quel sens? Elles sont magnifiques. Ah oui. Putain, des fois, je vois Ah des oui, oui. policières qui patrouillent. Tu te dis, waouh. Mais elle aurait pu être Ah, mannequin, elle. Pourquoi elle a une arme? ouais, c'est vrai. Pourquoi elle est pas en train de Ouais, répandre l'amour sur Terre? ouais, c'est vrai. Mais il y en a, même moi, il y en a 2, 3 des fois, je fais, oh, putain, c'est une collègue, ça, c'est pas possible. Putain, mais elles doivent se faire Incroyable. draguer de ouf, non, dans le commissariat, parce qu'il y a majoritairement que des mecs. Ouais, il y a de plus en plus de filles, mais ouais, majoritairement, c'est beaucoup de mecs. C'est cool hein, que ça s'ouvre Mais aussi aux filles de plus en plus. ouais, bah oui. Et Après, puis, ce qui est chiant, c'est s'il faut se battre, elle pourra pas trop nous défendre, mais non, c'est pas vrai, je rigole. Je rigole, ok, je rigole. tu vas Blague, te faire tuer dans les commentaires. c'est sûr. Mais non, et puis en plus, en vrai, il y en a 2, 3 où je miserais plus sur certaines filles que sur certains gars. Ah, Ah ouais. Et et puis il y a des situations aussi où tu sais, une fille, ça va changer. Tu vois, il y a des situations où c'est un peu plus, tu sais, je serais un peu plus à l'aise si par exemple une histoire d'agression sexuelle et tout ça. Je serais un peu plus à l'aise de laisser une collègue féminine aller parler avec la victime, tu vois, plus que moi, tu vois. ouais. Après, c'est peut-être moi qui suis bizarre, mais tu vois, je trouve qu'entre filles, peut-être. Ça se comprend mieux, quoi. Ouais, peut-être. Quel vieux macho. Non, mais. Non, je sais, je vous envoie une gonzesse pour vos histoires de gonzesse, là. Mais non. Ouais, Non, mais tu vois, Steph, comme c'est ouais, il y a intime une et tout. gonzesse qui est pas contente de son mec. Tu peux aller. Je crois qu'elle a ses problèmes de meuf. Bâtard. Tu peux
t'en occuper, j'ai la flemme. Ok, Nabil, ok. Eh ben, c'est fini pour ce Docteur Love, du coup. On passe à quoi de neuf dans nos vies, dans la mienne en particulier. Moi, il y a des choses que je voulais partager. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je fais beaucoup de tournées en ce moment, donc je prends pas mal le train. Et la dernière fois, je rentre de Montpellier et la vieille surprise, j'étais éclaté, tu sais, t'as un gros sac et tout. Et j'ouvre mon top case de mon scooter, il était déjà ouvert et on m'avait volé mon casque. Je fais putain. Ah ouais. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais directement. Je dis, vas-y, on va essayer de faire un mal pour un bien. Et je vais directement dans une boutique qui vend des casques et je me dis, je vais essayer de m'en prendre un bien. Le mien, il était vieux et tout. Vas-y, c'est l'occasion de changer. J'en prends un bien. Et quand je reviens, il y avait de la police, il m'avait mis une amende sur mon scooter. Et je me dis, ah ouais, le karma, mon gars. Je sais pas ce que j'ai fait ce jour-là, mais ouah, je paye un truc. Ah, c'est sûr. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, j'ai pas été porté plainte parce que la flemme. Mais est-ce que si j'avais été porté plainte, ils auraient regardé les caméras de surveillance pour voir qui avait volé mon casque de scooter? Non, ils s'en battent les couilles. Si, ils l'auraient fait, mais bon, ils auraient eu une image d'un mec. C'était sur Paris, j'imagine. Ouais, c'est sur Paris. Genre, ils auraient regardé les caméras de surveillance sur 24 heures pour voir qui a volé mon casque? Ouais, ils l'auraient fait. Ouais, ils l'auraient fait. Mais ils auraient jamais retrouvé le mec, par contre. Ouais. Ouais, ils l'auraient fait. Mais tu sais, ils auraient eu la tête d'un gars. T'as des milliers de gars partout qui traînent dans Paris. Tu pourras jamais le retrouver, tu vois. C'est clair. Dans les petits villages, tout ça, à la limite, ouais, ça sert à quelque chose. Mais à Paris. Du coup, là, j'ai acheté des sangles renforcées que j'ai mis tout autour de mon top case. Et après, j'ai mis des cadenas dessus. Mais en fait, je me dis, ça indique encore plus aux gens qu'il y a quelque chose dans ce top case. Il y a un truc, ouais. Ouais, c'est clair. Je sais pas quoi faire, les gars. Et sinon, il y en a, ils me disent, bah, tu prends ton casque avec toi dans le TGV, mais je vais pas faire voyager mon casque dans toute la France. J'ai la flemme. Donc, ouais, ça, c'est mon truc relou. Et quoi d'autre? Et là, il y a 2 jours, j'ai fait un plateau. Et à la fin, je suis resté parler un peu avec des potes humoristes et tout, machin. Il y a des gens qui viennent parler avec nous. Et il y a un hypnotiseur qui est venu et qui m'a hypnotisé. C'était là, il y a 2-3 jours. C'était pas prévu. Vraiment, ça? Écoute, ça dépend des gens si t'es réceptif ou pas. Moi, visiblement, je suis réceptif. Et c'est un hypnothérapeute. Et je lui dis, bah vas-y, on va essayer. Et tout. En plus, j'avais noté ça sur ma to-do list. Je voulais vraiment essayer ça. Et enlever le stress que j'avais, etc. Et le mec s'appelle Fabio Ballari. Vous pouvez aller voir sur son Insta. Et il me dit, avec son accent italien, c'est un italien. Et en fait, l'accent, j'avoue, ça m'a un peu déconcentré. Parce que j'ai l'impression vraiment de me faire hypnotiser par Rocco Siffredi, quoi. Allez, tout te déteint et tu te concentres sur ma voix. Et toi, tu l'as fait, bah oui, mais je me concentre sur ta voix, poteau, c'est ça le problème. Tout te ressent, il y a que ma voix, et tout te détend. Et toi, t'es là, non, je vais pas, Rocco, je vais pas trop me détendre. Et allez, tout le lâche tout. Non, poteau, je vais rien relâcher. Et voilà, il m'a offert, au bout d'un moment, tu te lâches, tu te mets dedans. Et il me dit à un moment, tu vas ouvrir les yeux. Quand je vais claquer, tu vas ouvrir les yeux et tu seras vraiment détendu et tu vas rigoler et tu vas être explosé de rire. Ce sera un beau moment. Il claque des doigts. Je suis pas explosé de rire, mais j'ai un putain de gros sourire. J'ai qu'une envie, c'est de taper une barre, quoi. Et ça, c'était assez ouf. Ça m'a vraiment fait du bien. Et après, il m'a fait tendre mon bras. Il m'a dit, ton bras, il est dur comme une barre de fer. Il est dur. Et après, il donne son téléphone, il dit, vas-y, attrape le téléphone. Et j'arrivais pas, mon bras, il était dur, j'arrivais pas. En fait, je pense que si je voulais vraiment, je pouvais, mais j'y arrivais pas. Mais tu le sens que tu es en train de te faire hypnotiser ou c'est normal? Non, je pense que c'est toi qui te mets dans cet état. Je pense que c'est toi qui te mets dans un état de relâchement, de détente. Et du coup, t'es ouvert aux suggestions. Et tu te souviens de tout ce qu'il t'a fait, du coup? Non, malheureusement, pas tout. Oui, je me rappelle de tout. Ouais. Et il m'a fait un truc qui n'a pas marché. Il m'a dit, là, combien j'ai de doigts? Avant, il me dit, tu ne pourras pas dire le chiffre 7. Pour toi, tu oublies le chiffre 7. Il me dit, là, combien j'ai de doigts? Et j'avoue, je galérais à compter ces wads, mais j'ai quand même bien dit le chiffre 7. Et il a fait ça. Et après, il a appliqué une autre méthode aussi que je ne connaissais pas. C'était de l'hypnose. Mais comment expliquer ça? C'était de l'hypnose non verbale. Et du coup, il met la personne en état d'hypnose, mais en faisant des sons préhistoriques. Alors là, poteau, j'ai découvert ça, je connaissais pas du tout. Et ça, il l'a fait sur une meuf. Et il se met autour d'elle et il fait...
La meuf, elle était morte de rire, mon gars. Elle était morte de rire. Et nous, on est là, on se dit, waouh, il est parti en couille. Il est parti en couille, Rocco. Oh, oh. Et au bout d'un moment, elle s'est allongée, elle a fermé les yeux, elle s'est relâchée. Et il a fait tout un travail sur elle pour qu'elle arrête de fumer, pour que la cigarette, ça la dégoûte, etc. Et à la fin, elle est sortie, elle se sentait bien. Elle racontait que ça la faisait rire quand il faisait des bruits chelous. Et on lui a proposé une cigarette pour voir si ça avait marché. Elle a dit que non, ça marchait pas parce qu'elle allait sûrement continuer à fumer. Mais sur le moment, elle voulait pas de cigarette. Sur le moment, tout de suite, on lui dit vas-y, là, on a une cigarette, on allume, on a mis un briquet et tout devant elle. Elle a dit non, là, je veux pas, là, ça me dégoûte. Il faudrait qu'elle le fasse tous les jours pour arrêter de fumer, du coup. Peut-être. Tous les jours, il y a un homme préhistorique tous les jours, il y a Rocco. Non, pas de clope pour moi aujourd'hui. Non. Mais ouais, c'était assez intéressant. Tu crois à ça ou pas? Bah, moi, ça, en tout cas, je dois pas être, ça doit pas marcher sur moi parce que je suis déjà allé dans un resto là, dans le 14e, l'hypnose, qui fait des spectacles d'hypnotiseurs, etc. Et non, moi, ça a pas marché sur moi. Le resto s'appelle l'hypnose? Ouais. C'est tes parents qui ont trouvé le nom? C'est que vraiment, ils sont pas allés loin. On va faire de l'hypnose, donc c'est l'hypnose le resto. La boulangerie à la gare, boulangerie de la gare. Ouais, la bâtard. Ouf. Mais ouais, ça marche pas sur moi, ça. D'accord. Franchement, moi, pendant longtemps, je croyais que c'était des conneries. Hein. Là, si tu me dis que toi, ça a marché sur toi, c'est que. Après, il faut se mettre dans le délire. Il faut. Comment t'expliquer? Je pense pas que l'hypnose, dans le sens où le gars il vient, il fait ce qu'il veut avec toi, ça marche. Je pense que c'est toi qui te mets dans un mood où tu te dis vas-y, j'ai envie de me relâcher, j'ai envie de me concentrer et j'ai envie d'écouter. En fait, tu mets un peu du tien. Et puis après, de l'autre côté, l'hypnotiseur, il est un peu bon, il a une voix qui te berce un peu, qui te met dans un état de relâchement, de détente. Et du coup, c'est les deux. En fait, il faut que toi, tu le veuilles un peu et que le gars soit un peu bon. D'accord, ok. Et t'as fait le truc avec les doigts, là, genre les doigts qui se rapprochent de plus en plus, je sais pas quoi. Ouais, ça il me l'a fait. Ouais. Bah, c'est vrai qu'ils étaient durs. Les doigts, ils étaient collés. Après, si vraiment ma vie, elle est en jeu, c'est sûr, je vais décoller mes doigts. Je peux pas, ils m'ont hypnotisé. Ouvre tes doigts ou je tire. Mais je peux pas. Claquer des doigts, compter jusqu'à 7. Non, c'est sûr que je vais les relâcher. Mais sur le moment, tu te dis, ah, putain, j'ai l'impression que c'est vraiment dur. Mais ouais, c'est de l'autosuggestion, en fait. Il faut se mettre dans ce mood. Il faut l'accepter. Il n'y a pas de pouvoir surnaturel. Sinon, bien évidemment, n'importe qui rentrerait dans une banque. Donne-moi l'argent tout de suite. Et claquerait des doigts. Et ça n'existe pas, ça. Ok, Nabilou. En actualité, on n'avait rien de ouf. Rien de ouf à part la présidentielle, mais on n'a pas envie de parler de ça. Ouais, non, c'est relou. Toi, tu m'avais dit que tu allais voter Zemmour par rapport à ton travail et tout. Non, c'est pas vrai. Il faut les gens qui nous écoutent. C'est pas vrai. Meilleur moment de la semaine, rien de spécial non plus. Moi, j'ai rien. Toi, tu m'as dit, c'est quand le Maroc a été qualifié pour la Coupe du Monde. Coupe du Monde? Ouais. C'est ça, ouais. Coupe du Monde, ouais. C'est leur première qualification? Non, c'est pas la première, mais il y a 4 ans, ça faisait 20 ans qu'ils ne s'étaient pas qualifiés. Wow. Et là, on est content, ça fait des petites, ça commence à devenir une petite habitude, quoi. C'est une petite progression, ouais. C'est vrai que ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas été qualifiés? Avant celle de Russie, là, ouais, ça faisait 20 ans. Ouais. Ça, et depuis, c'est 98. Ouais. Alors, en fait, je crois là que ça... Là, elle va avoir lieu au Qatar. C'est maintenu? Ouais, c'est maintenu. Ouais. Il n'y avait pas une polémique comme quoi le Qatar, ils employaient des esclaves pour faire construire le stade et tout? Ouais, c'est vrai, mais tu sais, quand il y a de l'argent, hein, ils oublient après. Hein. Et le Qatar, ils font ce qu'ils veulent, c'est abusé. Ah, c'est dingue. Tu vas là-bas, ils prennent ton passeport et ils disent allez, maintenant tu travailles. Ouais, c'est clair. Ouais. J'avais un oncle qui était chauffeur privé là-bas pour un gars là. Ouais. Et ouais, ils ont pris son passeport, ils ont dit tu bouges plus maintenant. C'est ouf. Mais c'est quoi ce pays? Jamais j'irai là-bas. Ouais, ils prennent ton passeport et encore là, les chauffeurs privés, il y a des mecs qui viennent, c'est pour de la manutention. J'avais vu un reportage et en gros, ils dorment dans des dortoirs, dans des conditions super dures. Et ces gens-là sont vraiment considérés comme des esclaves. Et je crois qu'ils n'ont pas le droit d'aller au cinéma. Parce que c'est vraiment la catégorie, les pauvres, c'est des migrants qui parlent pas bien la langue et tout, machin. Ils n'ont pas le droit d'aller au ciné, pas le droit d'aller dans des trucs un peu chics. Ils sont juste dans des dortoirs, bons à travailler et on leur prend leur passeport. C'est scandaleux. Ouais, c'est dingue. Hein. Mais ils font ce qu'ils veulent aussi, mais avec les gens tout en bas, mais aussi avec les gens tout en haut. Il y a aussi une princesse ou une fille d'un émirat, je crois, qui est prisonnière dans une prison dorée. Elle a un bête d'appart et tout, mais elle n'a pas le droit de sortir.
Ah ouais. T'as pas vu ça? Non, j'ai pas vu ça. Et elle a fait des vidéos depuis sa salle de bain et tout. Elle demande au monde de l'aider, etc. Et à un moment donné, elle a fait une fugue. Elle a essayé de s'enfuir, mais elle a été rattrapée. Et là, elle est vraiment enfermée dans son appart. Pas le droit de sortir. Putain, c'est dingue, hein. Ils font ce qu'ils veulent, les gens. Ouais, ils font, de toute façon, quand t'as de l'argent, hein, Malheureusement. tu fais ce que tu veux. Ouais. L'argent change beaucoup les gens. Bah, tu sais, on y met une importance aussi. Et puis là, pour le coup, avec le Qatar et tout, c'est même pas que de l'argent, tu vois, c'est politique, tout ça. Il y a du soit pouvoir. avec, ah ouais, soit avec le pétrole et tout. Mais ouais, sinon, ça change beaucoup. Ouais. Ça change beaucoup les gens. On passe au détail relou de la semaine. Tu m'as dit, toi, ton petit détail relou, on revient sur l'argent, c'est le prix de l'essence qui te saoule en ce moment. Ah ouais. Comme beaucoup de gens, j'imagine. Mais c'est un truc de dingue. Moi, à long terme, je vais passer tout en électrique. Si j'ai les moyens, je prends tout en électrique. Arrêtez de me casser les couilles. Je me mets une recharge à la maison et je vous emmerde tous. Ouais, c'est vrai que ouais, c'est clair. Mais moi, j'ai du mal avec l'électrique. Tu sais, moi, je regardais Turbo quand j'étais petit avec mon père. J'ai encore ce truc de passion de la mécanique et de l'automobile et tout ça. Et tu vois, je me dis, l'électrique. Tu te vois faire de la moto électrique? Bah, la moto, j'y ai pensé, mais c'est vrai que non. Mais par contre, un gros scooter électrique et une voiture électrique, easy. Ah ouais? Easy. Ah, bah, ça Déjà, moi, j'ai une voiture hybride. Et quand je suis en mode électrique, c'est un gros kiff. Quand t'es en ville et tout, ça fait pas de bruit. C'est une autre conduite. C'est sûr que ouais. si t'as la passion des gros moteurs, comme peut l'avoir mon frère ou des gens que je connaisse qui aiment les grosses voitures et tout, qui aiment le bruit, bah, c'est sûr que t'es dégoûté. Moi, personnellement, j'aime le confort. J'aime pas le bruit. Ouais, je vois, Être dans du silence, mettre un bon son. Je suis là, j'ai mon son. Je kiffe à mort, j'entends rien, j'entends pas ce qui se passe dehors, je suis dans ma bulle. La voiture, elle fait pas de bruit. Franchement, ça me fait kiffer. Ça me fait ouais, je vois ce que tu veux dire. pareil pour mon scoot. Là, mon scoot, tu vois, il fait du bruit. C'est un gros scoot, ça fait tout, 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 tout. Quand j'accélère, c'est kiffant. Ouais. Mais quand des fois, je suis dans Paris, ça roule pas, ça avance pas, je suis bloqué, mon scoot, il fait tout, 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 tout. Je vois, il me gonfle. Franchement, il me Ouais, je gonfle. vois ce que tu veux dire. J'aimerais avoir un truc à l'arrêt, il fait pas de bruit, je suis juste posé. Donc, ouais, je pense que je pourrais accepter. Non, c'est un autre plaisir, je te jure, pour ceux qui ont testé l'électrique, c'est un autre kiff. C'est du confort, c'est tranquille, surtout dans les bouchons. Ça roule tout seul, il n'y a pas de bruit, t'as pas à accéléré, t'as pas à te choper. Une fois, je me suis retrouvé dans un tunnel dans la A1, sur la A1, un grand tunnel. Je crois que c'était le tunnel qui allait vers le périph', là. Ouais, Et je vois. il y avait des bouchons, il y avait un accident, je crois, et tout le monde était bloqué depuis plus de 2 heures. Et la plupart des gens n'avaient pas coupé leur moteur. Donc tu te retrouves dans un tunnel avec vraiment des gaz partout. Ouais, T'es obligé ouais. de fermer tes vitres et tout. Et c'était insupportable, quoi. J'ai un peu Ouais, je ça, vois je ce que te tu veux jure. dire. Non, tu te prends l'électrique, t'es là, t'es tranquille, ça fait pas de bruit, c'est paisible, ça a une patate à l'accélération. Tu recharges ça dans ton garage, tranquille, tu te prends pas la tête, tu te fais ton plein à 3-4 euros. Je pense que ça Ah coûte non, c'est cher à clair, l'achat. Et puis l'entretien, t'as pas besoin d'aller faire des vidanges. T'as plus les vidanges, t'as plus l'huile, t'as plus la courroie à changer, les machins, t'as plus tout ça. C'est moins d'entretien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, après, à ce qui paraît, par rapport à la pollution, au final, c'est hypocrite. C'est exactement la même chose, voire pire. Ça, c'est ce que disent. Il y a un peu le lobby de l'essence qui parle de ça, parce qu'en fait, ils te disent que les batteries à construire, ça consomme autant que d'extraire du gasoil et de la cheminée, etc. Tu C'est penses vrai. que c'est des conneries? Non, c'est vrai que ça consomme autant une batterie à construire. Mais, premièrement, ils sont en train de travailler dessus, notamment le cobalt. Ils sont en train de travailler sur des nouvelles batteries. Donc, c'est pas encore sorti, mais ça va arriver. Donc, des batteries sans cobalt. Et même les batteries d'aujourd'hui qui consomment beaucoup à la création, au final, tu l'amortis à l'utilisation. Tu vois, tu vas pas polluer. Et donc, ils expliquaient qu'une voiture électrique, à partir de 100 000 km, elle avait amorti ce qu'elle avait, son négatif en CO2. Et après, Ouais, au-delà de 100 000, bah après, c'est que du positif. Alors qu'au-delà de 100 000, 150 000, un diesel, ça reste un diesel, ça pollue quand même, quoi. Tu vois, à vie, ça va polluer, en fait. Donc, il y a aussi des lobbies qui je trouve, transmettent un peu une image. C'est vrai qu'il y a des minerais rares dans des batteries et que, du coup, on va puiser ça dans des mines en Afrique.
C'est vrai que c'est pas cool. Mais c'est pareil que l'extraction du gasoil dans des endroits qui polluent aussi, qu'il faut aussi acheminer. C'est la même merde. Mais ils travaillent sur des batteries sans cobalt et même une batterie avec des minerais rares au-delà de 100 000 km. Et ben ça reste rentable, quoi. ça rentable parce que ça pollue plus au bout d'un moment. C'est juste que c'est chiant à l'achat, quoi. Ça coûte un peu plus cher à l'achat. Ouais. Et puis par contre, t'économises sur l'essence et t'économises sur l'entretien. D'ailleurs, ça fait très peur aux garagistes. Je parle avec beaucoup de garagistes et ils ont très peur de l'électrique, quoi, parce qu'ils se disent, nous, on n'aura plus rien à faire, on va plus gagner notre vie. Et tu dis, ben ouais, les gars, mais vous allez vous adapter. Je veux dire, quand la voiture elle a été inventée, il n'y a pas les maréchals Ferrand qui ont dit, ouais, mais nous, les chevaux, comment on va faire? Il faut rester comme ça. Ben non, c'est l'évolution, c'est la majorité qui prime. Ça va aider la majorité. Donc vous, ça va être chiant, mais vous allez vous adapter. Comme nous, les humoristes, entre parenthèses. Hein. À la base, on faisait que de la scène, et puis on était là, ouais, mais on n'a pas envie de faire des vidéos sur YouTube, ça va nous saouler et tout. Bah ouais, on doit s'adapter. Ouais, c'est clair, t'as raison. Dans tout, il faut s'adapter de toute façon. Ouais. Mais c'est vrai que je comprends que si t'as la passion des moteurs, t'aimes bien bidouiller ton moteur, t'aimes bien avoir un gros bruit et tout, ben ça te fait chier. D'un autre côté, les grosses voitures électriques, aujourd'hui, elles sont plus puissantes que les gros moteurs. Hein. Genre, oui, bien sûr. les Tesla Model S, elles ont plus de chevaux qu'une BMW, une M5 ou les M. Ouais, bah ouais, au niveau couple, toute la puissance est donnée d'un coup. Il n'y a pas de régime moteur. Donc, ouais, ça part très, très vite. Mais après, c'est un autre plaisir, tu vois. C'est pas pareil. Mais moi, tu sais, je suis un conducteur occasionnel. Donc, moi, l'entretien, ça me saoule. J'ai pas beaucoup conduit dans l'année et je dois aller faire une vidange. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça me Ouais, c'est vrai bouffe. que c'est relou. Et puis, il paraît qu'il y a beaucoup plus de pièces dans un moteur thermique que dans un moteur électrique. La conception est beaucoup plus simple. Donc, tu as moins de chances que ça tombe en panne, vu qu'il y a moins de pièces. Ouais. Et puis, tu as tellement de trucs. Je suis là, moi, je dois penser à tout. Je dois, ok, là, le kit de frein, c'était il y a combien de temps? Liquide de refroidissement, c'était il y a combien de temps? La vidange, c'était il y a combien de temps? Ah, il faut vérifier la courroie d'accessoires aussi. Oh, franchement, un gars comme moi qui conduit pas beaucoup, franchement, prenez-vous une électrique, il n'y a pas d'entretien. Et voilà, et tu te prends pas la tête, juste espère que tes batteries elles vont pas crever et c'est tout. Ouais. Et puis je crois que t'as des aides de l'État, non, quand t'achètes une voiture électrique. Ouais, t'as t'as des aides de l'État. Je sais pas si ça revient, enfin si c'est rentable ou pas, parce que. Bah c'est toujours ça de prix, même si c'est vrai que ça coûte toujours cher de base, mais bon, c'est déjà ça. Mais il y a des bons plans, hein, la petite Zoé et tout. Tu sais, pour les gens, tu sais, des fois, moi, ma mère, elle avait ça. On avait toujours, je sais pas si t'avais ça dans ta famille, on avait la grosse berline du papa, qui était la grosse berline premium, tu prenais pour aller en vacances et tout. Ouais, et t'avais la petite voiture, la petite Clio de ta daronne, que personne ne respectait, qui servait juste à aller faire les courses, à aller chercher les enfants. Et tout le monde s'en battait les couilles. Mais c'était la petite Clio, ouais, vas-y, bah prends-la. Ou tu la prêtais. Et ben pour les parents qui ont besoin d'une petite voiture pour aller juste à droite à gauche, bah l'électrique c'est parfaitement adapté en fait. Si t'as pas beaucoup de route à faire, parce qu'il y en a ils font ça, moi j'en connais plein, ils ont des petites voitures comme ça et ils prennent des diesels. Et en fait leur diesel ils s'encrassent au bout d'un an, 2 ans, 3 ans parce qu'ils font que des petits trajets en fait. Ouais, faut que ça roule. Ouais. Mais l'électrique c'est vraiment adapté à ça mon gars. Tu vas là-bas, tu la recherches chez toi, ça te coûte rien. Et si c'est juste pour aller chercher les enfants à droite à gauche, faire un peu les courses. Voilà. Bon, après, j'étais pas là. J'étais pas censé faire une grande pub pour l'électrique ce soir, mais. Mais en tout cas, pour les gens comme moi qui n'y connaissent rien, qui n'ont pas envie de se prendre la tête, c'est dommage que ça coûte encore un peu cher, mais je pense que ça va diminuer avec le temps. L'électrique, c'est vraiment cool, quoi. Ils nous en ont filé, nous, quelques-unes là, à la police, des voitures électriques. J'ai cru voir des Volkswagen. Ouais. C'est celle-là? C'était Golf 7, ouais, GTE. Ouais, j'ai vu ça dans Paname. Filé, et franchement, moi, j'ai rarement conduit, mais pour ouais, c'est sûr, pour patrouiller, etc., c'est mieux que les gros diesel dégueulasses qui nous filaient. Ça, par contre, je vois beaucoup de 3008. Ils ont dû passer... c'est les nouvelles voitures. Ils ont dû faire passer un deal avec eux. Ouais, je vois beaucoup de 3008 et tout. Ouais, 3008 et des 5008 aussi, pas mal. Ouais. Ça... Mais en vrai, ils auraient mieux fait toute la police dans Paris filer que des voitures électriques pour le coup. Je sais pas. Pour faire de la première, deuxième dans les ruelles parisiennes. C'est pas des boîtes auto? Ah non. Ah, c'est pas des boîtes auto? Ah merde. Non, c'est pas des boîtes auto. Ah ouais. Ah, c'est clair, faut prendre une électrique. Mais après, je sais pas si c'est pas une galère pour les recharger et tout, là où vous êtes. Ouais, je pense que ça doit jouer, ou l'entretien qui doit jouer peut-être.
au niveau des, parce que nous c'est des mécanos de la police, tu vois, donc peut-être ils sont pas formés pour l'électrique, etc. Donc c'est plus facile de prendre des véhicules thermiques, peut-être. C'est peut-être ça. Ouais, donc on a dit le prix de l'essence bien relou, c'était ça à la base, qui est dû à la crise en Ukraine, qui impacte le prix de l'essence et qui va impacter le prix du gaz bientôt aussi. On va tous payer cher le gaz parce qu'on ne veut pas acheter le gaz russe. Il y a des familles modestes qui sont vénères de ça, je comprends, mais en vrai, je me dis, c'est quand même une bonne chose. On va payer plus cher le gaz, ok, mais c'est pour éviter qu'il y ait des innocents qui meurent en Ukraine. Mais ça ne changera pas qu'il y aura quand même des innocents qui vont mourir en Ukraine. Si on ne finance pas la guerre, si on leur donne moins d'argent. Oui, mais est-ce que tu penses que le fait que l'Europe arrête ses transactions avec la Russie, ça ne va pas l'empêcher? De toute façon, tout ce qui est armement, etc., il les a quand même. Donc, il va aller jusqu'au bout, hein, dans tous les cas. Je pense qu'il trouvera toujours d'autres financements, bien évidemment, mais ça fera moins. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et nous, c'est ce qu'on peut faire pour le moment, c'est des sanctions économiques. Enfin, je sais pas si tu as vu la Russie en ce moment, mais tu vois, ils ont montré des reportages dans les centres commerciaux, il n'y a plus aucun magasin d'ouvert. Après, c'est vrai que c'est un peu triste parce que c'est le peuple russe qui va payer pour les choix de leur dirigeant, de Poutine. C'est le peuple russe qui n'est même pas au courant pour la plupart, parce qu'on leur vend des terroristes nazis. Ils savent pas qu'ils font la guerre. Et c'est eux qui vont payer parce que vraiment la Russie vont être dans la merde. Donc ça, c'est un peu triste. D'un autre côté, ils ont laissé Vladimir au pouvoir faire ce qu'il voulait. Donc, je sais pas. Moi, j'ai vu un reportage sur BFM qui m'a fendu le cœur là, il y a 2 jours. Il y a un papa ukrainien. Toute sa famille est morte. Toute sa famille est morte. En fait, il était parti au combat ou je sais pas où. Et donc, sa femme, elle a pris ses enfants et elle a décidé de prendre sa voiture et de fuir avec plein d'autres gens. Et à un moment donné, ils ne pouvaient plus rouler. Donc, ils ont laissé leur voiture et ils sont continués à pied. Et ils ont littéralement reçu un ogive sur la gueule. Il y a la vidéo qui a tourné. Ils marchaient dans la rue. Et c'est une vidéo qui avait tourné il y a 1 mois. Tout le monde l'avait vu. Il y a un ogive qui tombe. Ça explose d'un coup. Et lui, il regarde la vidéo et il reconnaît les vêtements de ses enfants. Et donc, sa femme et ses 2 enfants sont morts. Le gars, il est juste solo au monde. Mais moi, il m'arrive ça. Mais je crois, ma vie, c'est contre la Russie. Je deviens soldat. C'est que mon but, c'est que contre la Russie. Et après, si je meurs, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. J'ai perdu tout le monde déjà. Et ça m'a vraiment fendu le cœur. Et ce gars-là, il essaye de faire un recours à l'international pour accuser la Russie de crimes de guerre, en fait. Il veut montrer des preuves que la Russie a fait des crimes de guerre et tue des innocents. Il y a vraiment, littéralement, des civils qui marchaient les uns à la suite des autres. Ils passent devant une église et là, tu as un ogive qui leur tombe sur la gueule et ils expliquaient que son fils était à droite de l'ogive, sa fille était derrière son fils. Et voilà, ils se sont tous fait éclater. Et ils montraient les sacs à dos de ses enfants avec des taches de sang et tout. Quand tu vois ça, tu te dis, ok, si je dois payer le gaz un peu plus cher... ça va. En même temps, après, ce qui est ouf, c'est qu'il y a des conflits comme ça dans le monde entier. Et là, ça nous touche plus parce que c'est pas très loin de chez nous. Alors qu'il y a ça partout. Mais c'est vrai. Ça aussi, c'est un petit peu... hypocrite. C'est un peu hypocrite. Tu dis, tu vois, sur M6, mettre le drapeau, tout ça. Tu dis, ouais, mais ça arrive partout, tout le temps. C'est vrai. Pourquoi on n'en parle pas assez pour les autres, tu vois? C'est vrai. Mais d'un autre côté, au moins, on le fait pour un. Parce que c'est pas déjà ça. C'est déjà ça. Ouais. C'est déjà ça. J'aime pas ce réflexe qu'on a beaucoup sur Twitter à comparer la misère. Tu vois? Ça me vénère, ça. Ah ouais, et quand c'est pour l'autre pays, là, vous dites rien, là. Ouais, mais vrai, on est déjà sur ce truc-là. Je suis d'accord avec toi sur ce truc-là, mais en fait, le truc, c'est que c'est même pas ça. C'est qu'en fait, c'est comme si les autres, ça n'existait pas, en fait. En fait, c'est comme si c'est la première fois que ça arrivait. Mais non, les autres, ils existent. On en parle, mais juste on est moins engagé. Tu vois, tous les conflits dans le monde, on est au courant. Ce qui se passe en Libye. Je crois que c'est en Libye là où ils ont rétabli l'esclavage, etc. et tout. Mais on le sait. C'est juste qu'effectivement, on va pas intervenir, on va pas mettre de sanctions. Voilà. Et c'est vrai. Et c'est vrai que c'est pas normal que ça nous touche moins et que la communauté internationale soit moins touchée. C'est vrai. Mais au même titre que quand tu habites dans un village, quand ça te touche plus quand un mec de ton village meurt que quand c'est un mec du pays d'à côté.
ça te touche plus. Et ben, à une autre échelle, c'est exactement ça. L'Ukraine, c'est à côté. Ils voulaient faire partie de l'Union européenne. Ça nous touche plus que. Mais ça veut pas dire que c'est plus grave. C'est tout aussi grave que ce qui se passe dans les autres pays. Mais oui, on se mobilise plus. C'est con, mais. Mais c'est sûr, la logique, ça paraît logique. Si c'est quelqu'un de ta famille, par exemple, qui meurt, ça touchera plus que Exactement. la famille. C'est une règle universelle. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais voilà ce qui se passe. Allez, on arrête de bader, on passe à la recommandation du héros. Je t'avais demandé si tu avais des choses à nous recommander. Généralement, je demande si les gens ils ont un livre, un film, une série, n'importe quoi pour les gens qui nous suivent. Donc Nabil, toi tu m'as recommandé, tu m'as dit un spectacle que tout le monde doit voir, c'est Delirious de Eddie Murphy. Il est incroyable. Ouais. Comment ça se fait? Je le regarde tout le temps. Et je rigole de la même manière depuis toutes les fois que je l'ai vu. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Oui, bien sûr. C'est un classique. C'est son meilleur spectacle. Ouais. C'est son meilleur. Il était vraiment très connu à cette époque-là. Ouais. Et Eddie Murphy, c'était une star. Je crois qu'il devait avoir 23 ans. Il était en cuir rouge dans une immense salle avec en première partie les Bus Boys. J'aimais trop le début. Le début du spectacle et tout. Et j'aime trop comment le mec il l'annonce et tout. Ladies and gentlemen, Eddie Murphy. Et tu vois, il est dans son coin, il fait un petit signe de croix, clac, et après il rentre et il brûle tout. Ouais, mais incroyable. Et puis ça date, je crois, de 1980 et quelques là. Et puis c'est hyper actuel. Enfin, je trouve ça hyper actuel encore. Bon, pas quand il parle de Michael Jackson, etc. Même Michael Jackson, c'est hyper actuel. Ça me fait trop rire. On parle de Michael Jackson avec sa petite voix et tout. Ouais, si, mais je veux dire, genre, c'est plus les artistes. Là, ils parlent je crois, de James Blunt, pas James Blunt, merde, comment il s'appelle? James Brown. Il parle de James Brown. Mais moi, je trouve ça totalement actuel. Tu sais, James Brown, il est intemporel. Hein. Tout le monde connaît James Brown. Ouais, quand il se fout de sa gueule parce qu'il dit personne ne comprend ce que James Brown dit et tout. Fabulous! And the people say, il dit, il a écrit. Pour lui, c'est un mot, ça. Fabulous! Et quand il dit que le groupe de James Brown, derrière, ils comprennent pas ce qu'il dit. James Brown, il leur parle, il fait il fait yeah, et le coda fait yeah, il dit yes, tu vas être payé. Et justement, ce spectacle-là, il est intemporel parce qu'il parle pas de politique, parce qu'il parle pas de faits, il parle juste de gens comme James Brown qui sont immortels ou de moments de vie. Ouais, que tu parles du marchand de glace le marchand de glace, qui est un gros hit. Quand tu cours après le marchand de glace et tout. Il y avait quoi encore là-dessus? Je sais plus ce qu'il faisait. Et il y a toujours un mec qui frime parce qu'il a une belle glace. Il frime, toi t'as pas la glace parce que ton père il est au chômage, t'as pas de glace. Et là sa glace ça tombe par terre. Ah oui, il la ramasse dessus. Ça me fait, il est trop fort. Ouais, c'est un de mes spectacles préférés. C'est vrai que c'est une gifle. Et tu m'avais mis aussi tous les films de Denzel Washington. Donc t'es un fan de Denzel. Je suis pas objectif. Denzel Washington, j'aurais aimé que ce soit mon père. J'adore ce mec. Il est trop fort. J'adore ce mec. Denzel. C'est dingue. Moi, je l'ai aimé principalement que dans Man on Fire. C'est mon préféré de Denzel. Mais le problème, c'est qu'après, il a fait que des films comme ça. Il a fait The Equalizer 1, Equalizer 2, que des films de mecs seuls contre tout le monde et qui va buter tout le monde, tu vois. Ouais, après, bon, il y a eu pas mal d'années entre Man on Fire et Equalizer. Mais oui, fait un professionnel. Ah non, mais c'est mon daron. mais oui, mais sinon, moi, tu vois, il y a lui et Tom Hanks. Pour moi, ils sont au-dessus de tout le monde. Énorme acteur, Tom Hanks. Ouais. Énorme acteur aussi, c'est ouf. Mais ouais, moi, j'avais vu Man on Fire, j'avais trop kiffé. Avec la musique, je peux te rappeler de la musique de Man on Fire qui est ouf. Elle s'appelle Una Palabra. Exactement. Et je crois que tout le monde l'a imité cette musique. Una Palabra. No dice nada. Ah, cette musique, elle est folle. Ouais, j'ai vu ça. Après, il y a quoi d'autre de... Moi, il y avait un film qu'on m'avait conseillé de Denzel, qu'on m'a dit c'est un hit et tout, c'est un truc de ouf, c'est Training Day. Training Day, il est ouf. Et mais je l'ai pas trouvé ouf, moi, le film. Je l'ai pas trouvé fou. Sérieux? Ouais, c'est littéralement un gars qui passe une journée avec un policier véreux. Ouais, toi, ça a trop dû te parler. Mais ouais, je sais pas, j'ai pas trouvé ça... Il y a quoi d'autre comme bon film de Denzel? Denzel, il y a le livre d'Eli, il y a Philadelphia avec Tom Hanks. Philadelphia, j'ai pas vu, mais on m'en a dit que du bien aussi. On m'a dit qu'il était ouf. Il est dingue. Bah, imagine Tom Hanks et Denzel dans le même film.
Incroyable. Ah, mais DLZ, putain. Ok. Ouais. Moi, j'ai vu la série Drôle sur Netflix. Ouais, j'hésitais à regarder. Tout le monde en a parlé, tous les humoristes en parlent. Parce qu'en gros, c'est Fanny Herrero, je crois. Donc, c'est son nom, Fanny Herrero, qui a fait la série 10%, qui a fait cette nouvelle série sur le stand-up. J'ai trop de choses à dire dessus. Déjà, la plupart des humoristes avec qui j'en ai parlé n'ont pas aimé la série. Et je comprends. Il y a des raisons qui sont valables, d'autres pas trop. La raison qui est pas valable, c'est qu'on n'aime pas parce que je pense qu'on n'est pas objectif. Tu vois, on est tous les jours dedans. Enfin, ça donne pas envie de regarder, quoi. Tu passes ta journée au boulot, le soir tu rentres, tu allumes une série, c'est encore le boulot. Tu dis, c'est un peu comme, je pense, les rappeurs quand ils ont regardé Validé, quoi. Exactement. Je pense pareil. C'est comme les rappeurs quand ils ont regardé Validé. Et je pense même que c'est la même. Elle a essayé de faire la même mécanique, la même démarche. Je sais pas volontaire ou pas, mais Validé. En gros, le gars, il a retranscrit un univers qu'il aimait bien. Il a demandé un peu tout ce qui s'était passé dans le rap, toutes les anecdotes, et tu les retrouves un peu dans la série. Et là, pareil, dans cette série, tu retrouves toutes les mécaniques vraiment des plateaux parisiens. Tu retrouves des fois les coups de pute qui se font un peu entre l'autre. Il y a vraiment des vraies choses dedans. Donc, on voit qu'elle s'est vraiment bien documentée. Et à l'inverse, des fois, il y a des choses qui sont pas du tout vraies, des réactions qui sont pas du tout naturelles. Tu vois, je vois un pote humoriste qui m'a dit à un moment donné, il y a une meuf, elle met 40 € dans le chapeau. Ça n'existe pas. Les gens qui vont voir des plateaux, ils ont pas beaucoup d'argent. Personne sort et met 40 €. Ou pareil, la personne qui hésite à arrêter le stand-up, et l'autre il dit quoi, mais tu vas arrêter le stand-up, mais t'es malade, mais n'arrête jamais le stand-up. Personne parle comme ça dans la vie. Déjà, je crois que j'ai rarement vu des gens dire vraiment le mot stand-up dans le stand-up. En général, c'est tu continues la scène. Ouais, c'est vrai, T'as arrêté la scène. Ou ouais, tu continues, tu fais du stand. On dit tu fais du stand. Mais personne dit quoi, mais t'arrêtes le stand-up. Mais t'es malade. Faut faire du stand-up. C'est vraiment trop bien le stand-up. Il y avait des trucs comme ça. Après, il y a plein de bonnes choses, hein. Les acteurs, ils sont rayonnants de ouf, je trouve. Il y a ce fameux gars que tout le monde a kiffé, Nézir, qui est juste qui explose la série, on voit que lui, il est rayonnant. Donc franchement, c'est trop bien. Après, moi, ce qui m'a dérangé dans cette série, c'est qu'il se passe pas grand chose en fait. En termes de narrative, de narration, il se passe rien. Ils ont que des problèmes, mais c'est des petits problèmes. C'est comme ça m'a fait penser à Premier baiser quand j'étais jeune. Premier baiser à l'époque, ils allaient à la cafette et ils se racontaient chacun leurs petits problèmes d'adolescents insignifiants. Et ben là, c'était que des petits problèmes, ça va. Il n'y a pas vraiment de méchants, pas vraiment de gros problèmes, pas vraiment de suspense, pas de succès, pas d'échec, ça monte pas haut, ça descend pas haut. Je trouve que c'est vraiment la différence entre une sitcom et une série. J'ai l'impression qu'on est plus de l'ordre de la sitcom que de la série parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux en fait. Ça manque d'enjeux, tu vois. C'est comme un mini documentaire sur les plateaux parisiens. C'est bien fait, c'est bien joué. Et effectivement, on retrouve des vraies scènes. Mais la vérité, on s'en bat un peu les couilles. Ça nous tient pas en haleine, je trouve. Alors que dans la série 10% qu'elle avait fait, Fanny, et tout ça, c'est que mon avis, hein, bien évidemment. Je dis pas que j'ai raison, mais c'est ce que je pense. Dans la série 10%, t'as l'impression qu'à chaque saison, l'avenir de l'agence était en jeu. À chaque fois, il faut faire ça, sinon l'agence va fermer. Putain, mais l'agence est à 2 doigts de fermer, mais j'ai plus de travail. Et à chaque fois, il y avait des vrais enjeux. Mais là, il se passe rien, poteau. C'est juste, voilà, on fait des scènes et voilà notre quotidien. On a l'impression qu'elle a juste aimé ce milieu et elle s'est dit, mais il y a un truc à faire. Il faut trop que les gens sachent ce que vivent ces humoristes, mais il se passe pas assez de choses. Il y a des portes qui sont ouvertes, mais pas assez exploitées, je trouve. Donc, sinon, il y a des bouts de petits sketchs ou quoi. Ouais, les humoristes, ils ont vraiment travaillé avec d'autres humoristes qui l'ont écrit des vrais passages. Ils ont vraiment testé ça sur scène. Moi, j'étais là, j'ai fait un plateau où ils ont testé ça sur scène et c'était vraiment bien. C'est vraiment, c'est des bons comédiens. Franchement, nous, on était vénères en tant qu'humoristes parce qu'on se dit pourquoi on nous prend pas nous. Mais en fait, majoritairement, ils cherchent des comédiens et je comprends totalement. Et c'est des comédiens qui jouent vraiment même bien les stand-uppers. Donc bravo à eux pour ça. Et franchement, il y a du bon dans cette série, tu vois. C'est pas dégueu. C'est juste que j'aurais aimé que ce soit comme Validé, quoi. C'est la même mécanique que Validé, mais Validé, il te fait vivre plus d'émotions. Dans Validé, il y a la mort aussi qui est en jeu souvent. C'est un gros enjeu. Hein. Le mec, il peut se faire menacer, il y a de la bagarre, il se passe des choses, il y a de la tension. C'est ça aussi qui nous manque. Après, en vrai, qu'est-ce que t'aurais voulu mettre quoi, genre dans une série qui parle de stand-up, t'aurais voulu mettre quoi à part le fait de réussir sa carrière?
tu vois, dans le rap, il y a un peu le côté un peu genre gangster, entre guillemets, etc. et tout, mais dans le stand-up, tu voulais mettre quoi comme, C'est une bonne truc question. un peu grave? C'est une bonne question. Si j'étais scénariste, qu'est-ce que j'aurais rajouté? J'aurais rajouté un succès énorme à quelqu'un qui est vertigineux, qui nous, derrière notre écran, nous dit ah ouais, putain, c'est ça quand t'es connu alors. C'est vraiment ça? Waouh! Qui nous aurait vendu du rêve. Et après, j'aurais rajouté un échec énorme aussi. Pour qu'on comprenne aussi que tout peut s'arrêter. Un truc qui fait waouh, le gars, il a vraiment tout perdu, quoi. Et ça nous fait voyager aussi. On monte, on descend. Des enjeux. J'aurais aimé des enjeux. J'aurais aimé voir aussi des petites mains, comme on nous le montre. On nous montre beaucoup de petits auteurs qui galèrent, etc. J'aurais aimé voir des gens qui changent humainement, parce que ça arrive vraiment avec l'argent, avec les enjeux, pareil, la pression. J'aurais aimé voir plus de coups de pute, parce qu'il y en a plus aussi. Bling, il est débarre. Bling, il existe vraiment. Bling, c'est un humain. Déjà, ah ouais, putain, faut qu'on parle des noms, c'est abusé. Le comédie s'appelle le drôle comédie. C'est tellement c'est mes cliché. parents aussi qui l'ont fait. C'est tes parents qui l'ont fait des bars. Super drôle. C'est un endroit drôle. On va l'appeler le drôle comédie. Ta-da-da-da. Et il y a un humoriste qui est devenu qui était une star en fait et qui devient un peu ringard, tu vois. Et il s'appelle Bling. Salut, moi c'est Bling. Ça me fait trop rire. Il va s'appeler Bling. Et non, ce gars existe vraiment. Il y a vraiment des choses qui sont bien vues. Mais lui, il aurait fallu le pousser. À la fin, il devient gentil. D'où il devient gentil, lui? Ça reste un connard. Et enfin, on en connaît plein des gars comme ça. Donc ouais, j'aurais aimé plus de ça, plus il se passe plus. Voilà, moi c'est le seul regret, je trouve, c'est qu'il se passe pas grand chose, quoi. On s'ennuie. Il y a des beaux plans séquences, des longs plans. Et puis ah ouais, ça aussi j'avais noté. Il y a des choses qui sont trop basées sur de l'ordre de la coïncidence. La coïncidence, des fois, je trouve, c'est un peu une facilité scénaristique. T'es là, tu passes et tu croises un gars comme par hasard et du coup ça crée une situation. Ok, je veux bien une fois. Mais souvent, il y a des coïncidences. Souvent, ça marche dans la rue, ça croise quelqu'un. Il y a quelqu'un qui débarque au mauvais moment. Ou l'autre qui est là, qui voit un message d'un autre gars, il entend un message. Ou son père qui, sans faire exprès, passe un message pile à ce moment-là. J'en ai marre des coïncidences. Ça peut pas être que ça, la série. Ah, comme par hasard, il a fait ça. Comme par hasard, il l'a croisé. Comme par hasard, Elan. C'est ce petit truc-là. Mais après, voilà. Non, mais sinon, globalement, c'est à voir et je trouve ça cool. Donc voilà, j'en parle beaucoup. J'en parle beaucoup parce que c'est mon univers aussi, donc forcément ça me touche. Après, sur Netflix, j'ai vu deux documents que j'ai trop kiffé. Le premier, c'est Johnny par Johnny. Je sais pas si tu l'as vu, c'est sorti il y a 2 jours. J'ai vu la bande-annonce, ouais, mais j'ai pas regardé. Franchement, si c'était sorti avant, j'aurais été fan de Johnny plus tôt. Je suis devenu fan. J'aimais pas Johnny avant et quand j'ai vu le docu, je fais ah ouais, d'accord. Ah, il a fait ça. Ah, il a traversé ça. Ah ouais, d'accord, ok, respect. D'accord, ok, je vois pourquoi c'est le taulier. D'accord. Ah, fallait le dire. Voilà, je connaissais pas, j'ai vu le gars. Franchement, ouais, c'est un taulier, quoi. Je comprends pourquoi c'est un taulier. De ouf. C'est un mec libre, il s'en bat les couilles. Donc, beaucoup de respect. J'ai vraiment kiffé ce docu. qui nous montre, tu vois, c'est intéressant par rapport à ce qu'on disait avant, ça nous montre vraiment un artiste, comment tu peux être au sommet, et puis après, t'es plus rien, et après, tu remontes, et après, tu plus rien, tu redescends. Et c'était vachement intéressant de voir les phases de haut, les phases de creux, les remises en question, etc. Ça m'a tenu plus en haleine que la série, honnêtement. Ah ouais. J'étais trop intéressé dans le documentaire de voir, putain, mais le gars, il a traversé trop de trucs, il a fait trop de dingueries. Donc il y a ça. Et après, le docu sur Kanye West, qui est vachement intéressant aussi, qui s'appelle Genius. J'ai mis du temps à comprendre que Genius, c'était pour dire, c'est un génie, mais en anglais, mais en une espèce de jeu de mots. Genius. Tu l'as vu? Non, moi je peux pas le voir, Kanye West. Ah ouais, vous êtes en embrouille. Je suis en embrouille. Et lui, je suis en embrouille tout seul, parce qu'il le sait pas, mais je les déteste. Pourquoi? Tu le détestes carrément. Et en fait, son délire un peu fou, tout ça, ça m'énerve. Son délire un peu fou. Oui, un mégalomaniaque. Ah ouais. Mégalomaniaque. Le mec s'est présenté. En fait, t'as l'impression qu'il fait tout et n'importe quoi. Tu sais même pas s'il est vraiment conscient de tout ce qu'il fait et tout. Tu fais de la musique, fais de la musique. T'es pas obligé de. Tu as des chaussures à droite, des trucs à gauche, présidentielles, des. Ouais. C'est intéressant de voir comment le succès, finalement, ça arrange pas tes problèmes, quoi. C'est vraiment Kanye West, c'est vraiment l'exemple de l'argent rend pas heureux.
t'as tout. Ouais. Il s'est battu pour avoir du succès. C'est ça que montre le documentaire. Il a tout fait. Ça a été un opportuniste. Il a poussé toutes les portes. Mais opportuniste, c'est négatif parce que souvent, moi, j'imagine opportuniste comme des mecs qui n'ont pas de talent et qui essayent de forcer. Lui, il a forcé, mais il était vraiment fort. Mais il a forcé. Il était vraiment fort, convaincu de son talent. Mais malgré tout, il a quand même des problèmes psychologiques et l'argent et le succès, ben, ça arrange pas tout ça, quoi. Mais bon, après, tu dois quand même mieux le vivre que quand t'es pauvre. Et ça reste un mec super fort. Moi, j'adore son premier album. Ça te replonge dans son premier album, c'est mon préféré. Celui où il a galéré pour le faire et tout. Tu vois vraiment comment il a galéré, il s'est battu pour faire cet album parce que sa maison de disques croyait pas en lui. Et c'est trop intéressant, quoi. C'est trop intéressant. Et tu vois vraiment le moment où il prend le melon, où son premier album nique tout. Il en était convaincu. Hein. Et au fond de lui, il savait que cet album, c'était allait être une tuerie. Il échappe je sais pas combien de Grammy. Et là, ça devient une resta. Et son pote qui filme le documentaire depuis des années, qu'il le suit depuis le début, quand il le recroise, il le refilme, Kanye West, il se trompe sur son prénom. Et tu vois, son pote, il est décontenancé, quoi. Il pète un câble. Il comprend pas et il essaie de faire bonne figure devant la caméra, mais il est dégoûté que l'autre, mais après, il était déchiré, Kanye West, il avait bu et tout, que l'autre, il se trompe sur son prénom, quoi. Il dit, mec, c'est moi, et tu te trompes sur mon prénom. Et son pote, il voit Kanye West changer, il le voit prendre de la distance vis-à-vis de lui, et ça le rend un peu triste. Mais le mec qui filme, c'est vraiment un bon gars, en tout cas, hein, parce qu'il le lâche pas. Des années plus tard, Kanye West, il lui demande de revenir, il revient, il le refilme et tout. Et ouais, le parcours humain est vraiment très intéressant. Très intéressant. Mais tu vois, je pense que si je regarde, tu vois, je vais encore moins l'apprécier, tu vois. Ouais, mais tu connaîtras mieux les raisons de pourquoi tu l'aimes pas. Ouais. Moi, j'aimais pas Johnny. Hein. J'aimais pas Johnny et quand j'ai vu son parcours, j'avoue, je l'ai bien aimé. De ce qu'il a traversé, de ce qu'il a enduré. Franchement, Kanye West, il avait des grosses balls. Hein. Il avait une fin qui était incroyable. Moi, je suis pas trop opportuniste. J'aime pas trop les gens comme ça qui ont trop la dalle. Mais il s'est vraiment battu pour avoir ce qu'il a pour être au top, quoi. Il l'a pas volé, en tout cas, son succès. Surtout quand tu vois le docu, quand tu vois toutes les portes qui se ferment et tout, il est dégoûté, il lâche rien. C'était vachement intéressant. Voilà, on va finir avec le mot du héros. Nabil, donc je t'avais demandé si tu avais une phrase que tu voulais partager, un slogan, un proverbe, n'importe quoi, qui te parle, qui peut parler aux gens qui nous écoutent. Et tu m'as dit, j'ai découvert un philosophe qui s'appelle Arthur Schopenhauer, qui disait « La vie est comme une boussole qui oscille de droite à gauche entre la tristesse et l'ennui. » Et tu m'as dit, j'ai trouvé ça trop vrai. Est-ce que tu peux m'expliquer ? Bah, en fait, j'avais entendu cette phrase, j'avais regardé pour voir les explications, tu vois, qu'il y avait derrière. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper vrai. En fait, le côté, il dit que le bonheur, ça n'existe pas vraiment. C'est triste un peu, hein, sa manière de voir les choses. Mais il dit que le bonheur, ça n'existe pas vraiment. Qu'en fait, on a des envies qui, quand elles sont pas assouvies, ça nous rend triste. Et quand on arrive à les avoir, au final, on n'a plus d'envie et du coup, on s'ennuie. Et je trouvais ça trop vrai. Tu vois, par exemple, bêtement, tu vois, t'as faim, tu veux manger, t'as pas à manger, t'es triste. Quand t'as à manger, bah vas-y, c'est bon. Mais ça te fait plus rien, tu vois. Même sans la métaphore, ça me parlait beaucoup. Parce que moi, je suis tout le temps dans l'envie matérielle. Je suis toujours, putain, j'aimerais trop m'acheter ça. J'aimerais trop m'acheter ça. Et je mets de côté. C'est mon objectif de vie, limite, quoi. C'est qui est très triste. Et après, quand je l'ai, ça, en fait, c'est comme si tu essayais de combler le vide à l'intérieur de toi en achetant des choses. Et une fois que tu l'as, tu t'aperçois que ça comble pas du tout le vide. Et je me mets je m'ennuie, du coup, et je me remets à avoir un autre objectif. Allez, il faut que j'ai ça. Et après, je l'ai, et ennui, et du coup, une autre envie. Et on enchaîne comme ça. C'est exactement ça. Et tu vois, ça fait comme une boussole qui va de droite à gauche. Tu vois, ennui, tristesse, ennui, tout le temps. Effectivement, c'est badant. Tu sais conclure les podcasts, toi, Nabil? Avec plaisir. Tu sais mettre de la bonne vibe. Mais remonte-nous le moral. Tu dois avoir une phrase de fin qui doit nous inspirer un peu plus, du coup. Franchement, non, j'ai rien préparé. J'ai pas de slogan en ce moment, j'ai pas de phrase. Est-ce qu'on m'a dit un truc récemment qui m'a parlé? Moi, on m'a dit une phrase qui m'a beaucoup aidé et j'y repense beaucoup. C'était « Prends chaque jour l'un après l'autre ». Parce que moi, je suis un angoissé
Et j'ai tendance à prévoir les problèmes avant qu'ils arrivent. Et je me dis, putain, il va y avoir ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça. Je suis dans la merde, mon gars. J'étais en dépression. Et un gars m'a dit, prends chaque jour l'un après l'autre. Chaque jour, tu résous un problème. Il y en a d'autres qui vont arriver, mais c'est les jours d'après. Là, aujourd'hui, on est un combat après l'autre. D'abord ce jour-là. Et ça m'a beaucoup apaisé. Prends chaque jour l'un après l'autre, ça m'a pas mal aidé. Voilà, bah écoutez les amis, ça y est, c'est la fin de ce podcast. Merci Nabil, hein, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir partagé. C'était un vrai plaisir comme d'hab. Trop cool. C'est toujours un plaisir de découvrir des nouvelles personnes, ton univers. Beaucoup de questions sur la police. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, mais c'est un univers qui nous intrigue tellement parce que c'est pas le nôtre et on se fait tellement de films aussi sur la police. On s'imagine tellement de trucs. Donc merci vraiment d'avoir été là, de nous avoir partagé ça. Merci aux gens qui nous écoutent aussi, qui mettent plein de commentaires sur YouTube, etc. Merci d'être là, merci de partager. Donc ce podcast est disponible en vidéo sur YouTube et en audio sur Spotify. L'épisode d'après, je réponds aux commentaires. Si vous voulez partager, il faut m'envoyer une vidéo où vous vous présentez un petit peu sur Insta, vous montrez un peu que vous êtes quelqu'un de normal et pas fou, et vous me dites un peu les thèmes que vous auriez aimé aborder, etc. Vous vous présentez un petit peu. À chaque fois, je dis ça, à chaque podcast, et à chaque fois, les gens continuent de ne pas m'envoyer de vidéo et de m'écrire. Et pourtant, je précise bien, mettez-moi une vidéo, je veux voir votre tête, je veux entendre votre voix, je veux voir à quoi vous ressemblez. À chaque fois, il y en a qui me disent, j'ai la flemme de faire une vidéo, mais voilà, je t'écris un peu, voilà ma vie, etc. Machin. Je lis pas vos grands pavés avec votre vie. Je suis désolé de le dire. Je comprends pas. Pourtant, je le dis bien, mais je me dis peut-être, comme je le dis à la fin, les gens, ils vont pas jusqu'au bout du podcast, mais il y a des épisodes où je le dis au début et ils le font pas quand même. Donc voilà, s'il y en a qui veulent participer, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez une petite vidéo, je vous mets sur ma liste et je vous contacte 3 ans après, comme avec Nabil d'ailleurs, qui m'avait envoyé un message il y a super longtemps. Voilà, mais c'est toujours un plaisir. Franchement, je suis trop content d'avoir fait ce podcast. Merci beaucoup Nabil. Merci aux gens qui nous suivent et qui nous écoutent. C'était le podcast dont tu es le héros. Si vous n'aimez pas ce podcast, venez l'améliorer. Voilà, merci à tous. Passez une très bonne semaine à tous. À bientôt.